Bonjour tout le monde. Bon, si on est un peu passionné de voiture, on a tous à un moment donné eu envie de rajouter de la puissance à notre moteur. Dès notre première voiture, en général, c'est là qu'on commence. Et forcément, on a une motorisation modeste en général, mais on veut quand même qu'elle tire mieux, que voilà, qu'on gagne de la puissance et du couple. Alors qu'est-ce qu'on fait en premier? On s'intéresse au filtre à air. D'ailleurs, c'est mon tout premier, celui-là, c'était pour ma Renault 19 turbo diesel, ma première voiture. Et avec ça, voilà, j'ai gagné 50 chevaux. Alors bien entendu, c'est pas le cas, mais c'est quelque chose qui se fait facilement. C'est une des premières choses qu'on fait en mécanique en général quand on a envie un peu de soulever le capot et de voir ce qu'on peut faire. Bien sûr, ça ne rajoute pas tant de puissance que ça, mais ça fait une meilleure sonorité. On ne sait pas si c'est l'effet placebo ou si on a vraiment gagné quelque chose, mais c'est assez minime. Bien sûr, il y a des systèmes mieux, hein, avec des boîtes à air en carbone, des filtres plus gros. Cela, c'est selon la motorisation. Mais l'objectif, c'est d'améliorer la respiration du moteur. Donc, on s'intéresse à la filtration. Après, il y a d'autres interventions qui vont tout de suite revenir dans la conversation. C'est change le collecteur, supprime le catalyseur. Alors, on a deux belles pièces comme ça. Un beau collecteur 3 en 1. Enfin, c'est-à-dire que chaque morceau, là il y a deux morceaux de 3 cylindres, se regroupent en un. Donc ça nous fait un 6 en 2. Là, on n'a pas de catalyseur. Donc avec ça, normalement, le moteur respire mieux par l'admission parce qu'il a une filtration améliorée et ensuite peut mieux souffler parce qu'il est libéré au niveau de l'échappement. Donc ça, c'est des choses qu'on peut modifier mais qui demandent quand même de l'outillage, de la technique, de la motivation, un minimum de connaissances. Filtre à air, ça va, mais dès qu'on va sur le collecteur d'échappement, c'est un peu plus compliqué déjà. Mais il y a quand même une autre méthode aussi pour gagner quelque chose. Et là, on touche à aucune pièce mécanique. On va s'intéresser qu'à l'électronique de la voiture et on va parler de reprogrammation moteur ou d'optimisation moteur. Je ne parle volontairement pas du tout de tout le côté législation. De toute façon, quand on modifie les caractéristiques d'un véhicule, il faut faire en sorte de le déclarer pour modifier la carte grise, voire de faire homologuer les modifications. Avant, c'était les mines qui sont devenues la DRIR, les DRIR, et maintenant c'est les DREAL, DREAL. Je vous mettrai des liens utiles éventuellement dans la description aussi. Donc toute modification de la puissance ou des caractéristiques d'un véhicule doivent être normalement déclarées et inscrites sur la carte grise, et bien sûr notifiées auprès de votre assurance. Donc après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas le thème de la vidéo. On va parler surtout technique et voir est-ce que ça vaut le coup d'optimiser un moteur atmosphérique. Alors au niveau de la reprogrammation des moteurs, si vous avez regardé sur les sites qui proposent cette prestation, vous avez certainement vu que les diesels, souvent, parce qu'ils sont turbo diesel, ont des gains très impressionnants et les moteurs atmosphériques beaucoup moins. Alors déjà, qu'est-ce qu'un moteur atmosphérique? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moteur qui aspire l'air, donc par son système d'admission d'air, le filtre à air et tout, à la pression que l'on ressent en ce moment. Si on est au niveau de la mer, on va être à une certaine pression. Si on est à 5000 mètres d'altitude, ça va être beaucoup moins. Donc le moteur va avoir moins de puissance car la densité de l'air sera moindre. Pour pallier à ce problème, enfin c'est pas à cause de l'altitude qu'on a créé les moteurs turbocompressés, mais grâce à la compression, à la suralimentation des moteurs, donc via un turbo ou via un compresseur. Un turbo recycle les gaz d'échappement pour faire tourner une turbine qui va aspirer plus d'air et la comprimer, donc on aura plus à un instant T. Et le compresseur, lui, c'est un compresseur volumétrique, c'est-à-dire qu'il comprime grâce à des espèces de rouleaux de l'air dans un plus petit volume. C'est le même principe, lui il fonctionne grâce à une courroie ou électriquement. Et donc avec ces deux méthodes, on va pouvoir gaver le moteur d'air, chose qu'il ne pourrait pas faire s'il n'a pas de système de suralimentation. Là, il va aspirer l'air normalement. Les gaz d'échappement font aussi un travail en sortant, aspirent plus d'air. La vitesse avec l'air qui rentre plus en force dans l'admission, ça joue aussi, mais on ne peut pas faire plus. Donc c'est pour ça que les gains sont limités sur l'atmosphérique, et le but de ce reportage, ça va être de voir si ça vaut le coup. Alors si ça vaut le coup en termes d'argent, parce que ça a quand même un coût ce genre de prestation, plusieurs centaines d'euros. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que si on recherche une économie de carburant, est-ce qu'on va l'avoir au bout du compte? On va en parler.
et est-ce que ça vaut le coup en termes de sensation, de performance? Est-ce qu'on va sentir la différence? Est-ce qu'on va être content d'avoir fait reprogrammer son moteur? Donc ce que j'ai voulu faire, c'est un reportage complet avec toutes les étapes de l'optimisation d'un moteur. Donc je veux vraiment montrer comment ça se passe quand on arrive, comment on met le véhicule en place, les premières mesures, premier passage au banc, interprétation des résultats, et ainsi de suite. Alors tout ça, on va le faire avec Daniel, qui est un spécialiste, qui travaille chez BR, enfin qui a son centre de reprogrammation moteur d'une société qui s'appelle BR Performance. Ils ont plusieurs centres. Et lui, c'est un vrai passionné. On aurait pu faire une rubrique Fab B des passionnés avec lui parce qu'on aurait pu parler des jours. Donc lui, il m'a partagé plein de choses. Je lui ai posé beaucoup de questions. Donc il y a une première partie qui sera interview, où je lui pose toutes les questions qui me paraissent intéressantes de savoir. Et ensuite, on va faire toute la reprogrammation et ensuite un essai sur route, avoir son ressenti, tous ses avis techniques et voilà, de professionnels. Donc dans la description de la vidéo, je vais vous mettre les différentes étapes, comme ça vous pouvez cliquer directement sur le lien de la vidéo et aller voir par exemple première mesure, deuxième mesure, interprétation des résultats, essai routier, l'interview, voilà, comme ça. Vous n'êtes pas obligé de regarder le tout, mais moi j'ai voulu faire quelque chose de complet pour ceux que ça intéresse de voir de A à Z comment ça se déroule entièrement. Et comme j'ai énormément de questions, et encore je me suis rendu compte après que j'ai pas tout posé, mais voilà, je voulais vraiment au fur et à mesure de la procédure, si j'ai une question, pouvoir lui poser, filmer tout ça et partager avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire. Pour moi c'était vraiment passionnant. Et Mystère a-t-elle encore tous ses chevaux? Ça on va le voir tout de suite. J'ai hâte de savoir si tous les chevaux sont encore sous le capot. Et ça, il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est le pan de puissance. Donc allez, c'est parti. Alors je vous présente Daniel qui est le gérant de ce centre. Donc ça fait combien de temps qu'il est ouvert? Alors j'ai ouvert en mars 2018, donc voilà, ça fait maintenant D'accord. en début d'année. Donc on a fait beaucoup de travaux pour
justement avoir ce bel outil de Ouais, travail. il n'y en avait pas trop dans le centre des BRP. Non, le Dans plus le proche sud. était à Marseille, D'accord, à Aix-en-Provence, Marseille, ouais. Châteauneuf-le-Rouge, Nelly qui est là-bas. Ok. Et combien il y en a des centres BRP? Alors aujourd'hui, BR Performance, on a 14 centres D'accord. qui sont ouverts. On en a sur les dom-toms, on en a sur la France, je crois 7 en France, Lille, Paris, Lyon, on a Bordeaux, on a Ils sont également, répertoriés sur le site. sur le j'imagine. site, oui, Ouais. Marseille, Toulouse qui va ouvrir là. Ah oui, dans j'ai vu sur très peu de Facebook temps, qu'il y avait Toulouse qui une affiche ouvre, pour bon, ça. maintenant Nice, et on a également Bayonne. D'accord, bon, donc bien représenté, puis du coup c'est du sérieux si des centres s'ouvrent. Hein. Ah bah De toute façon, c'est un peu plus j'ai- sérieux, je crois à mon avis, je sais que le siège a pas mal de demandes pour ouvrir des centres, Des et c'est filiales. plutôt eux qui ont le pied sur le frein pour D'accord, avoir les ouais. bonnes localisations, les Puis bons rester candidats. sur la qualité. Ouais, tout D'accord. à fait. Alors, ce qui était intéressant, c'est que moi j'ai contacté Daniel par rapport à la question du E85, la reprogrammation sur ce type de carburant. Alors il m'a dit que BR Performance ne travaillait pas encore sur ça. Et on a fini par discuter un peu sur l'optimisation moteur. Et moi je lui ai parlé de la 330i. Il m'a assez rapidement dit que ça valait peut-être pas le coup sur les moteurs atmosphériques. Donc on s'est mis à discuter là-dessus et je me suis dit non, ça il faut que je le filme, c'est très intéressant. On va parler avec un spécialiste pour nous parler un peu de ça. Du coup, est-ce que voilà, la reprogrammation d'un moteur atmosphérique, est-ce utile ou pas? Déjà, en quoi consiste, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi consiste une reprogrammation, optimisation moteur? Quelles sont les étapes et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Avec plaisir. Alors, donc la reprogrammation moteur, c'est une reprogrammation du calculateur. C'est-à-dire qu'en fait, le moteur est géré électroniquement par un calculateur qui va diriger, en fait, c'est le chef d'orchestre du moteur, qui va diriger pas que du moteur, mais de tous les éléments, la pompe à essence, et donc il y a énormément justement de paramètres dans Donc ce déjà sur calculateur. des véhicules relativement récents, du coup, qui ont un calculateur. Ou relativement récents, peut-être pas. Il y a quand même des véhicules assez anciens. C'est vrai que ma E30, elle en avait déjà. Je pense que les premiers calculateurs moteurs, on les avait déjà sur des véhicules qui dataient des années 80. Oui, c'est vrai que ma E30, elle en a. Donc tant qu'il y a un calculateur, on peut. Alors, il y a automatiquement une gestion du moteur qui se fait par Électronique. par l'électronique. Alors, évidemment que plus on avance, plus les calculateurs ont évolué, plus la gestion électronique a pris une part importante. Aujourd'hui, c'est énorme la part de l'électronique dans le fonctionnement d'un véhicule, bien plus que ça ne l'était dans les années 80. Bien sûr. Donc l'intervention en fait de l'électronique, maintenant, elle a une incidence bien plus importante qu'elle ne l'avait avant. Et c'est également lié au type de moteur, puisque effectivement, parce qu'on parle de moteur atmosphérique, sur un moteur atmosphérique, en fait, l'intervention de l'électronique aura une incidence pas très importante sur les résultats. C'est-à-dire que, alors c'est difficile sur un véhicule atmosphérique d'aller prendre des chevaux en plus. Le basique, c'est qu'on va changer son filtre à air, on va changer c'est l'échappement. le premier truc qu'on fait quand on a une voiture, qu'on est un peu jeune, on se dit, on parle de gagner quelques chevaux. La reprogrammation moteur d'un véhicule atmosphérique, on va gagner quelques chevaux aussi. On parle pour prendre l'exemple de ta BMW, qui est quand même un gros moteur, c'est quand même un 3 litres, un gros et beau moteur de 258 chevaux d'origine. On va être à peu près aux alentours des 15-20 chevaux gagnés, à peu près 15-20 Nm de coupe gagnés. Donc, à la fois, c'est entre guillemets beaucoup, quand on sait que pour aller chercher des chevaux sur un moteur atmosphérique, généralement, il faut préparer la voiture, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir le haut moteur, il faut changer les arbres à came, on fait de la vraie préparation moteur. D'accord, ça, c'est donc, tout autre domaine. C'est un autre domaine, on n'est plus dans l'optimisation, on est dans la préparation, et c'est plus les mêmes coûts non plus. Donc là, arriver effectivement à gratter 15-20 chevaux, 15-20 Nm de couple sur un véhicule uniquement
uniquement par l'électronique, c'est déjà beau, on va dire. Mais c'est vrai qu'on est mal habitué par rapport aux nouvelles générations de moteurs, qui sont des moteurs turbo, donc je veux dire essence turbo ou alors turbo diesel, où effectivement l'intervention du turbo va faire que l'incidence de l'électronique. Tu vas pouvoir jouer sur tous les paramètres que tu fais avec un Atmo, plus les paramètres du turbo. Et bien plus, c'est-à-dire que là on va avoir un exponentiel au niveau du fonctionnement de la voiture, notamment par l'intervention du turbo, parce qu'on va pouvoir jouer sur la pression du turbo, évidemment sur l'avance, sur la pression d'essence. Donc il y a tout un tas de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. La température également de refroidissement de l'air qui est absorbé par le turbo va avoir une incidence. Il faudra peut-être qu'on fasse une vidéo sur un moteur turbo alors. Ben oui, il faudra faire. Il faudra faire une vidéo. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Oui, c'est sûr. De toute façon, c'est là où il y a le plus, à gagner. Donc c'est vrai que pour en revenir à la discussion, on est aujourd'hui habitué, puisque l'orientation des nouveaux moteurs, avec justement, on n'est plus sur le downsizing, donc on est sur des moteurs plus petits qu'on va justement booster avec un turbocompresseur pour quand même avoir des performances raisonnables. Et c'est vrai qu'à partir de là, on a des résultats qui sont impressionnants. Nous, on prépare des voitures. On optimise des voitures sur des moteurs turbo, on gagne des fois 20, 30, 40% de puissance et de couple en plus. Je veux dire, c'est des valeurs qui sont énormes. Voilà, là on les sent. C'est pour ça que tu me disais avec l'Atmo. Ben oui, effectivement que quand on risque d'être déçu parce que Mais en fait, il ne faut pas comparer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre l'Atmo pour de l'Atmo et surtout rester dans et avoir en tête qu'un moteur atmosphérique, justement, sans l'ouvrir, sans le préparer, on va avoir des gains qui vont être relativement faibles. Ah oui, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que ça joue par rapport à la... Est-ce que la cylindrée joue sur le gain que tu peux avoir en Atmo, ou est-ce qu'il y a des moteurs qui sont déjà tellement poussés qu'on peut rien en tirer? Est-ce qu'un moteur, je sais pas moi, un litre 4, on va pouvoir... évidemment que plus le moteur, est gros, plus... Sur un atmosphérique de 1 litre 1, on va gagner 3 chevaux, 4 chevaux, donc on est bien d'accord que la cylindrée... Le prix n'est pas vraiment... La cylindrée va avoir une incidence, mais il faut compter que sur un gros beau moteur Atmo, on va être aux alentours des 15-20 chevaux, à peu près sur une... Si tu prends une M5 V10 60, là tu peux... Ouais, après, j'ai pas tous les paramètres, non, bien sûr, mais de toutes les valeurs. Donc on va dire plus il est gros, plus il y a de potentiel quand même. Moi, je dirais qu'à partir d'un certain niveau de véhicule, après on va être stabilisé. On a eu préparé un Porsche GT3 RS, un 991 GT3 RS phase 1, voilà, qui est une voiture qui roule sur piste, donc qui avait un échappement spécial, et évidemment cet échappement a permis d'avoir c'était un échappement beaucoup plus libéré associé à la prépa. On a pu effectivement avoir, pour un moteur atmosphérique qui était déjà très poussé, on parle d'un moteur Porsche de 500 chevaux d'origine, donc on a pu gagner en associant la prépa avec donc l'électronique, on va dire, à l'optimisation de l'échappement. On a pu sur ce véhicule-là sortir une 25 chevaux en plus, et je crois 30 et quelques Nm de coupe si mes souvenirs sont bons. Donc dans tous les cas ça reste pas énorme par rapport c'est sûr, sur un véhicule qui fait 500 chevaux c'est pas beaucoup, mais par contre le propriétaire qui roule, lui, sur piste, lui, alors je vous avoue que moi, je prends la voiture, je l'essaye pas prépa et je l'essaye après prépa, je vais avoir personnellement une petite différence. Je vais sentir une petite différence parce que entre un véhicule qui va faire 520, 525 chevaux et 500 chevaux, c'est ça qu'on se demande des fois, est-ce que franchement, ça va être peu perceptible à mon niveau, à moi. Par contre, effectivement, le client, lui, roule sur piste, il fait des chronos, et c'est 25 chevaux de plus, ce gain de couple en plus, lorsqu'il va être sur un pilotage assez tendu, il sait automatiquement qu'il va grappiller un petit peu quelques millièmes de seconde à tel endroit, et que peut-être autour, si c'est quelqu'un qui roule bien et qui est assez régulier, il va s'apercevoir que pour finir, que sa prépa lui aura permis de
de gratter, d'améliorer légèrement son temps. Après, ça c'est une question de... Si on fait son trajet quotidien du je travail, crois pas alors. C'est pas là qu'on va vraiment s'en rendre compte. Non, c'est pas là qu'on va sortir. Puis de toute façon, on n'aura pas la possibilité sur ce type de véhicule de pouvoir qu'ils puissent s'exprimer sur la route déjà d'origine. Donc c'est vrai que c'est des véhicules qui sont plus voués à rouler sur piste. Ouais, voilà. Et on entend très souvent parler des boîtiers additionnels, alors qui promettent des gains faciles, il y a juste à brancher et on gagne. Quelle est la différence entre un boîtier additionnel et une optimisation moteur? Alors, en fait, la base, je dirais que l'intervention, c'est la même, entre guillemets. C'est-à-dire que l'objectif, c'est modifier le paramétrage du calculateur pour optimiser le fonctionnement du moteur. Donc, à partir de là, la seule chose, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes techniques. Un boîtier additionnel, c'est un boîtier qui est déjà pré-paramétré, c'est-à-dire c'est générique, qui est complètement générique sur un modèle. Donc on va dire que tel modèle, on va lui mettre un paramétrage. Donc on est à l'opposé du travail que nous on fait sur mesure, c'est-à-dire que on va avoir un une moteur, carto qui est injectée, spécifique, qui ne tient pas compte du fonctionnement du moteur. Tiens, par exemple pour le tien, on a vu que ton moteur était un petit peu plus coupleux, qu'un peu plus nerveux. Il va y avoir des moteurs qui auront un petit peu plus souffert, des moteurs qui auront moins souffert. Il y a des moteurs qui, par rapport à l'entretien, le rodage... Donc limite, quelqu'un qui a un moteur en pas super état, on va lui mettre un boîtier additionnel, il risque d'avoir peut-être des soucis du coup. Et puis, parce derrière, on va demander plus à un moteur qui est déjà pas en forme. Alors c'est ça, et puis on ne sait pas justement la prépa comment elle va être entre guillemets acceptée. Alors on n'est pas dans la chirurgie, comme quand on fait il ne va pas faire un rejet du boîtier. Non, mais c'est vrai que c'est important lorsqu'on est surtout sur un moteur essence, lorsqu'on fait une prépa, nous systématiquement on fait ce qu'on appelle un datalog, c'est-à-dire que j'ai l'ordinateur qui est branché via la prise OBD2 et qui va prendre au moins 4 paramètres moteurs qui vont être la richesse lambda, qui va être la pression du boost ou turbo, qui va être l'avance d'allumage et qui va être également la pression d'essence. Okay. Donc ça va être des critères de base et c'est un graphe que je vais sortir pour mon ingénieur parce que personnellement j'ai une lecture qui est sommaire de ce type de graphe et c'est vrai que c'est un outil pour l'ingénieur motoriste de pouvoir diagnostiquer la qualité de la prépa dans la voiture. C'est-à-dire que la prépa, elle est bonne, mais elle peut ne pas être parfaitement adaptée au véhicule. Et ça, c'est deux choses différentes. Donc c'est quelque chose qui peut fonctionner, mais on ne sait pas trop... Mais pas d'une manière optimale. Voilà, pas d'une manière optimale, et puis on ne sait pas si on fait plus de bien que de mal évidemment, à son on peut véhicule. avoir à un moment donné un petit peu trop d'avance, on peut avoir une chute un petit peu du boost, on peut avoir tout un tas de choses, des paramètres qui rentrent en ligne de compte, et effectivement, le fait de faire une reprogrammation au calculateur directement, on injecte un fichier qui est adapté directement au véhicule. Qui est adapté, et qui de l'autre côté, si le préparateur fait ce qu'on appelle du sur-mesure comme nous, avec un manque de puissance, avec justement des outils de diagnostic, on va pouvoir calibrer et optimiser justement le logiciel pour injecter une cartographie qui va être vraiment parfaitement adaptée au véhicule. D'accord. Et parce qu'il y a également une question de fiabilité, parce que la fiabilité c'est très important. Moi, absolument, justement j'allais te poser la question. Je voulais te demander du coup si ça avait un impact sur la fiabilité et est-ce qu'il y avait un risque pour moteur, boîte pont, enfin voilà, pour la mécanique. Alors oui, à partir du moment où on reste sur Atmo, parce que sur Turbo on sait qu'on peut aller tellement loin qu'effectivement... Oui, objectivement sur Atmo les changements sont pas très importants, donc il y a toujours un risque, une mauvaise cartographie, je veux dire si on met trop d'avance moteur, sur n'importe quel moteur trop d'avance, on va casser un moteur. Donc automatiquement, effectivement, une mauvaise préparation va endommager le fonctionnement du véhicule, on est bien d'accord, que ça soit Atmo avec des proportions encore plus graves sur un moteur turbo diesel, mais je dirais qu'en termes de fiabilité, aujourd'hui, on a les paramètres en ce qui concerne un moteur de
qu'est-ce qu'il peut supporter au niveau de la boîte, au niveau de la transmission. Il y a quand même au des niveau marges de de tolérance au niveau de nous, ces éléments. Nous, c'est pour ça qu'on a, nous dans le groupe, on a 3 ingénieurs motoristes et toutes nos préparations, elles sont calibrées par rapport à justement ces paramétrages que l'on connaît des constructeurs. Et ensuite, on a également les véhicules en développement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un véhicule sort, ce véhicule, quand il sort, on est assez en avance là-dessus, BR Performance, puisqu'on a vraiment on a un département de recherche et développement où on va pouvoir justement étudier les nouvelles premier, cartographies des véhicules très récents. Déjà l'objectif, c'est de rentrer dans les calculateurs, pouvoir pénétrer dans le calculateur. Il faut craquer les mots de passe et compagnie. Ouais, d'accord. Donc ça c'est on a une cellule pour ça, et c'est vrai que on est souvent, d'ailleurs pour les gens qui nous suivent, ils voient que régulièrement tiens, les nouveautés, c'est ça que j'ai vu aussi sur Facebook. J'ai vu que ça disait tel modèle a été mis au point, par exemple. Tout à fait. D'accord, donc c'est ça. Dans les nouveautés. Voilà. C'est-à-dire qu'on a comme ça des avant-premières. Dernièrement, c'est ce qui s'est passé ici. On a été ici à Nice, on a été les premiers à faire le stage 2 décatalysé sur les nouvelles Alpines sur les séries numérotées. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, je voulais aussi te demander ça. Donc il y a des stages. Stage 1, c'est purement électronique. Tout à fait. Donc là, on touche à aucune pièce. Oui. Ensuite, on a le stage 2. Alors le stage 2, justement, où on va en fait monter des pièces racing qui sont, alors stage 2, c'est pour aller faire du circuit. Donc, d'accord, c'est pas homologué. On n'est plus homologué route. Mais c'est sur un moteur Atmos, c'est là où on peut vraiment plus gagner. C'est si on commence à modifier sur le moteur pièces. Atmosphérique, effectivement, lorsqu'on va modifier par rapport au catalyseur, si on enlève le catalyseur, après c'est au niveau des normes anti-pollution. Oui, je crois qu'avec ce qui se passe sur le climat, je pense pas que ce soit une bonne idée. Le contrôle technique, ça risque d'être délicat. Le contrôle technique, ça passe plus. Je pense que la responsabilité, l'éco-responsabilité, fait que de chacun fait que c'est peut-être pas la bonne orientation à prendre. Mais techniquement parlant, parce que techniquement, on peut bien sûr aller plus loin. Techniquement parlant, c'est ce qui nous parlant, intéresse. effectivement, lorsque on va décatalyser un moteur atmosphérique et qu'on va faire en fonction une reprogrammation du calculateur, c'est là où on va avoir le maximum de résultats possibles sans avoir à rentrer dans ce qu'on disait tout à l'heure, une préparation moteur ou un moteur. D'accord. Voilà, et après, il y a stage 3 ou stage 2 Alors, sur de l'atmosphérique, on n'a pas de stage 3. Après, on a de la préparation. Le stage 3, lui, c'est plutôt, ça va être sur si on aura l'occasion de faire un thème sur les moteurs turbo, on en parlera. On parlera des stages 2 sur des moteurs turbo où on n'a pas seulement par rapport au catalyseur, on a également des pièces qui vont améliorer, comme je disais tout à l'heure, le refroidissement. On va améliorer le refroidissement de l'air et essayer également de le réguler et de le maintenir, une température d'air. Ça se complique après. Ça fait beaucoup de paramètres. Oui, ça c'est des paramètres qui vont permettre, en fait, le tout est de garder en fait les performances du véhicule. Et la fiabilité. Toujours. Donc, ça, c'est la base. Le refroidissement doit bien sûr être adapté à l'augmentation des performances. Tout à fait. Tu as des conseils à donner à ceux qui voudraient faire optimiser leur moteur avant de venir par exemple, y a-t-il un kilométrage limite, type de carburant, qu'est-ce qui... Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de motorisation de base. Il y a les moteurs essence et les moteurs diesel, turbo diesel. Bon, diesel atmosphérique, on n'en parle plus, c'est fini depuis un bout de temps. C'est clair. On ne pourrait pas les faire de toute façon. Donc, en ce qui concerne effectivement les moteurs essence, lorsqu'on souhaite préparer sa voiture, l'idéal en termes de performance, c'est d'avoir un taux d'octane qui soit le plus élevé possible. Donc en France, le taux d'octane le plus élevé, c'est sur du SP98. Ouais. Donc voilà, donc d'être avec du SP98. Donc ça, c'est la base. En ce qui concerne le kilométrage d'un véhicule, alors il faut évidemment que le véhicule il soit bien entretenu, parce que ça va de soi, parce qu'un véhicule qui a été mal entretenu, qui a été mal rodé, qui est avec des démarrages à froid, un véhicule qui a souffert, vous ne pouvez pas lui demander de sortir la quintessence, même reprogrammée, ça va être compliqué. Donc c'est même pas une question de kilométrage, c'est plus une question de... Alors il y a une question d'entretien, et puis après nous, il y a une limite qu'on va se donner en kilométrage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un véhicule essence qui a plus de 150 000 km,
Nous, on va... j'étais limite, moi, à 142 000. C'est ça, c'est ça. Donc, aux alentours des 150 000 km, on ne va plus intervenir. Vous le déconseillez ou vous ne le faites pas du tout? On va le déconseiller. Sur certains véhicules, on ne va pas le faire. Après, si le client il insiste, il dit je veux à tout prix que vous... Oui, mais alors, après, c'est une question de flexibilité. Je veux dire, nous, on est là pour du cas par cas. Exactement. On est là pour satisfaire les clients. On est là pour les gens qui viennent ici, sont passionnés, ils ont envie. Mais après, il y a une question d'être raisonnable et pas raisonnable. Et des fois, malheureusement... c'est ce qui m'a intéressé quand tu m'as tout de suite dit. J'ai vu que tu n'étais pas juste là pour vendre une prestation. Tu m'as dit, je ne pense pas que ça vaille le coup pour ton véhicule. Donc ça c'est intéressant. Ça veut dire déjà que la passion, le professionnalisme prend le dessus sur le commerce. Je sais pas, moi je suis comme ça en tout cas. C'est très bien. À partir du moment où effectivement on a un véhicule qui a un certain kilométrage, il y a aussi des moteurs qui sont plus costauds. Je veux dire, après on prend un moteur BM, Audi, Mercedes. Ça court pas dans la même catégorie que d'autres marques. Donc je suis pas là pour aller avantager une marque par rapport à une autre. C'est une question mais aujourd'hui, la fiabilité sur un moteur BMW, Mercedes ou autre, je veux dire, elle est plus à démontrer. Je veux dire, tout le monde est au courant. Donc à partir de là, si demain, je prends un exemple, j'ai une Mercedes, une BM, une Audi qui vient avec un moteur qui a 160 000 km, mais il y a un véhicule qui est bien entretenu, qui tout va bien, je vais la passer au diagnostic, je vais voir si j'ai... Voilà, tu pourrais commencer par ça déjà. C'est ce que je fais de toute façon systématiquement. Donc je passe la voiture au diagnostic pour voir qu'elle n'a pas de code défaut et autres. Et s'il y en a, on les édite, on informe le client, on signe le dessin. Le client, on va se signer une décharge, évidemment, parce que moi je ne peux pas être responsable de l'état du véhicule sur mon banc de puissance. Moi c'est... ça serait un peu risqué. C'est clair. Donc à partir de là, on va pouvoir jauger de l'état du véhicule et puis de décider ou pas de préparer le véhicule. Et puis ça arrive des fois que tes véhicules, effectivement, ont moins de ces 150 000 km pour un moteur essence et puis malheureusement sont pas en bon état. Et à partir de là, on ne fait pas la prépa. Et justement, on va essayer d'orienter le client, de lui donner le maximum d'informations par rapport au diagnostic qu'on a fait. On peut dire, on pense que telle ou telle chose doit être remplacée, que telle ou telle chose ne va pas. Et ensuite, revenez nous voir et on verra si ça peut le faire. Tout à fait. D'accord. Donc pas de... Sur le véhicule lui-même, on n'a pas besoin de venir avec une pression de pneus spécifique, on n'a pas besoin de... il faut que le véhicule soit en état il faut que le véhicule soit en état en bon état, normalement. Si on a changé des pièces, on te le précise, par exemple. Bien sûr, tout à fait, comme ça, ça t'aide pour savoir ce que tu vas demander. Et petit aparté, donc moteur essence, c'est 150 000 km, et moteur donc turbo-diesel, on est sur 200 000 km. D'accord. Voilà, okay. ça c'est les... Ok, c'est à peu près les... Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe? La machine... Elle fait du café toute seule. Qui se nettoie toute seule. J'ai cru qu'il se servait lui-même un café. Est-ce que, vite fait, tu peux faire le tour des étapes de l'optimisation? Déjà, à peu près combien de temps il faut compter pour le tout? Alors, ça dépend. Alors, déjà, il y a différentes méthodes. C'est-à-dire que l'optimisation moteur, notre protocole à nous, c'est qu'on récupère le véhicule. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va diagnostiquer l'état du véhicule. Donc suivant le kilométrage, je fais d'abord un diag avec ce qu'on appelle une KTS Bosch, ce qui va me permettre de jauger s'il y a des codes erreurs, moteur et autres. Ensuite, on va mettre la voiture sur le banc de puissance. Donc on va mesurer la voiture d'origine, ça va nous donner également une indication sur la bonne santé du véhicule, si déjà elle sort sa puissance d'origine ou si elle en est proche. Donc déjà tu as 2 stades où tu peux arrêter la procédure. Et dire écoutez là il y a vraiment un souci, il y a un problème, et ça m'est arrivé, donc ça arrive régulièrement, ça fait partie c'est normal, ça fait partie du métier. Et mais c'est notre rôle aussi de toute façon de pouvoir informer les gens et de dire écoutez peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte mais il y a tel et tel problème, la voiture n'a pas la puissance, et puis voilà. Donc à partir de là, on mesure la voiture sur le banc. Donc l'étape d'après, c'est de lire
donc de lire, identifier le calculateur. Il faut identifier quel calculateur on a dans la voiture parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, c'est pas écrit sur la carte grise, ça. Donc pas du tout. Donc ça, il faut identifier le calculateur. Il faut ensuite lire le calculateur. Et là, il y a plusieurs modes en fait pour pouvoir lire le calculateur. Il y a une mode directement qu'on a vu tout à l'heure en OBD2, donc directement par voie électronique via l'ordinateur. Qui est le plus simple, la prise diagnostique, on se branche. Exactement. Avec un peu de chance. Et puis après, beaucoup de calculateurs ne se lisent pas de cette manière-là. Ils se lisent, en fait, il faut les ouvrir et il faut se brancher directement sur le calculateur. Et là, c'est extrêmement technique. Là, c'est le régal. Là. Ça, c'est technique, c'est beaucoup plus long. C'est également, il y a beaucoup plus de risques aussi, puisqu'il faut ouvrir, manipuler le calculateur. Et puis, voilà. Donc, à partir de là, on va lire le logiciel. Une fois qu'on a fait la lecture, moi j'envoie ça à mon ingénieur motoriste. Et nous, l'ingénieur motoriste chez BR Performance, c'est le fondateur. Donc je veux dire, aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises dans le groupe, ce sont des décisions qui sont prises avec une connaissance technique de haut vol. Et par quelqu'un qui a intérêt à ce que ça soit du bon travail, parce qu'il met tout en jeu. Évidemment. D'accord, donc ça, c'est lui qui donc fait les cartos. C'est lui tous les centres, c'est lui qui... Oui, c'est lui qui fait les cartos de tous les centres. Il a du boulot. Il ne doit pas s'ennuyer. Non, il ne s'ennuie pas. Bon, il est passionné aussi. Ouais, vaut mieux. C'est un passionné et quelqu'un qui cherche vraiment à toujours faire le mieux possible. C'est lui qui t'a formé ? Tout à fait. Ouais. Donc j'ai été formé au centre, au siège, avec effectivement dans son équipe, parce que lui, il fait les cartos des centres, donc il ne peut pas en même temps me former. Mais on va dire que c'est effectivement au centre que j'ai été formé. Et donc c'est lui qui va donc dessiner la première carto. Alors nous, on a la chance dans le groupe, c'est qu'on a on est là depuis déjà 7 ans. Comme je parlais tout à l'heure, on a déjà fait du développement sur chaque véhicule. Vous avez une belle base de... Et on a une très grosse base de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première carto qui va m'envoyer, elle va être ce qu'on appelle sharp. Elle va vraiment être super pointue. Elle va être très pointue parce qu'il aura déjà eu l'occasion de pouvoir les corriger, de pouvoir les modifier, de pouvoir les optimiser après 10, 15, 20, 30, 50 véhicules de ce type-là qui ont déjà été faits dans tous les BR en Europe. Donc ça, c'est un gros avantage. Et puis, mais ça ne veut pas dire qu'on en met une et puis que ça fonctionne. C'est pas ça. Donc il va donc lui m'envoyer une première cartographie qui va prendre la meilleure la plus adaptée par rapport au kilométrage, par rapport au véhicule en lui-même, aux informations que je vais lui envoyer. Et puis effectivement, on va tester cette carto. Donc après, il va falloir écrire le calculateur. Donc on l'a lu. On va nous garder le fichier d'origine précieusement. Et puis d'accord, au cas où il y aurait le moindre problème ou on doit revenir à l'origine, remets. On est tout à fait capable de remettre le fichier origine sur la voiture. Et puis donc, on va injecter donc la nouvelle cartographie dans le calculateur. Et puis à partir de là, remonter le calculateur dans la voiture si on l'avait démonté, ou sinon l'injecter à travers la prise diagnostique en OBD2. Et voilà, une fois que le véhicule a le calculateur à son nouveau programme, on remet la voiture sur le banc, on va la tester à nouveau, et puis là on va forcément fonctionner avec un différentiel par rapport à l'origine. Comme je disais tout à l'heure, sur tous les véhicules essence, on va procéder, lorsqu'on va mesurer la voiture sur le banc, on va mesurer un log, c'est-à-dire un log ordinateur avec les paramètres dont on a parlé, les fameux minimum 4 paramètres. Et sur certains véhicules, notamment des Audi, on a carrément 8 paramètres qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire qu'on va avoir les valeurs qui vont être demandées et les valeurs atteintes. Que ça soit sur le boost, que ça soit sur la richesse, que ça soit également sur l'avance moteur. Donc ça va vraiment. Donc selon les marques, ça change aussi le nombre de paramètres qui sont requis Oui, parce que en fait, ça va dépendre au niveau des outils qu'on a. Avec certaines marques, on peut aller plus loin sur des diagnostics, d'autres un petit peu moins, mais on arrivera toujours à avoir un diagnostic de base qui permet d'envoyer justement ce datalog moteur en temps réel, prise pendant que l'on mesure la courbe. Et justement, ça a été fait d'une manière synchronisée, c'est-à-dire que le log correspond à la courbe qui est mesurée. Donc moi, j'envoie ça à l'ingénieur motoriste, c'est lui qui va justement étudier tout ça. Et puis des fois me renvoyer une autre courbe, non pas parce que la puissance n'est pas atteinte, ça m'est arrivé, en me disant mais non, en fait
au niveau de la réaction du moteur par rapport à la carto, c'est pas top. Donc on refait une carto. Donc, et on refait une carto malgré qu'on avait des très bonnes performances. D'accord, ok. Ça n'avait rien à voir avec les c'est performances. pas optimal. On n'était pas optimal dans le fonctionnement du moteur. Parce qu'à un moment donné. Oui, c'est pas tout de dire elle sort 30 chevaux, c'est comme la manière dont elle les atteint. Exactement, la manière dont elle les prend. Donc il recalibre, il va peut-être mettre un peu moins de pression, Ouais, un peu moins de pression turbo, ou un peu moins d'avance, un peu plus. Après, c'est des paramètres. Moi, je suis pas ingénieur motoriste, donc c'est lui qui sait ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, BR, ils ont cette réputation. Il y a cette fiabilité parce qu'il y a vraiment de A à Z un contrôle qui est fait. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à un boîtier, quand on va acheter un boîtier sur internet et qu'on va le mettre dans la voiture. Déjà, il va pas te dire si la voiture est saine, il va pas te dire si tu as des codes défauts. Okay. On est à des années-lumière. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Okay. On peut pas. C'est pas du tout le même travail. Pour moi, c'est pas le même. Et là, du coup, il peut y avoir plusieurs échanges de fichiers avant d'atteindre la bonne. Oui, ça m'est arrivé de mettre 4-5 fichiers sur un véhicule. D'accord. À chaque fois, tu renvoies, il remodifie en temps réel, quoi, du coup. Tout à fait. Tout à fait. Donc, quand on parlait de temps de préparation tout à l'heure, donc ce process, il est d'environ 2 heures lorsqu'on est sur un protocole OBD, prise diagnostique. Donc tout se déroule bien, 2 heures, on va dire. C'est à peu près 2 heures parce que après avoir essayé la voiture sur le banc de puissance, que l'ingénieur valide la prépa, il faut savoir que derrière on a un essai qu'on fait sur route. Moi derrière je détache le véhicule, je vais faire un essai sur route pour voir s'il y a des voyants moteurs qui sont allumés, qui sont restés allumés, qui sont enlevés, voir si éventuellement on n'a pas un embrayage qui broute un petit peu parce qu'il y aurait trop de couple, voir le feeling de la voiture, c'est important. Le véhicule est arrivé en bon état, il faut qu'il reparte dans l'état amélioré comme je disais tout à l'heure, mais que tout le reste fonctionne. L'idée c'est qu'on gagne quelque chose. Exactement. Donc des fois on a effectivement les contacteurs de pression des pneus qui sont mis à rude épreuve sur le banc de puissance puisqu'on comprime la voiture, on comprime les pneumatiques sur les rouleaux pour attacher la voiture. On va voir ça. Donc forcément les capteurs ils se disent il y a un pas problème. Donc du coup tu les réinitialises après. Exactement, il faut les réinitialiser. En fait tu rends la voiture au client comme il l'a amené en mieux. C'est ça, c'est le but de l'opération. Okay, c'est le but de l'opération. Voilà. C'est quoi le plus petit moteur qui soit passé sur ton banc? 900 cm3. Ah ouais. On a fait une Smart. Non. Smart turbo. Une Brabus Non, c'était pas une Brabus, c'était une Smart turbo et elle avait super bien gagné. Je me suis dit on va peut-être devoir batailler, faire 2-3 fichiers et tout. Et en plus le boîtier dans la Smart, il est derrière, il est en fait au-dessus de l'aile arrière en fait. D'accord. Et il faut démonter une partie de l'habitacle à l'arrière pour y accéder. Et donc c'est un peu fastidieux. D'accord. Et c'est un tout petit calculateur, c'est un tout petit boîtier. Et je me suis dit il va falloir peut-être faire plusieurs. Et là le banc, t'arrivais à le rapprocher suffisamment? Oui, en fait, on a. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines voitures, on ne les mesure pas les 4 roues sur le banc. Des fois, on peut mettre c'est que pas. roues, ça Okay, arrive. J'ai fait un camping-car monstrueux, mais quand je dis monstrueux, 3 mètres 07 ou 3 mètres 08, on rentrait à peine, j'ai dû dégonfler les pneus à l'avant pour le faire passer. J'étais avec l'échelle sur le côté, je montais sur l'échelle, je regardais si ça passait en haut, je descendais et je baissais encore la pression. T'étais au centimètre près, quoi. Et véridique, il avait 5 kg de pression dans les pneus. Je suis descendu à 2,5 bar à l'avant, juste pour lui faire passer. Et puis après, effectivement, comme c'était une traction, on l'a mis que sur les rouleaux à l'avant, il n'était pas sur les rouleaux à l'arrière. Donc le reste du camping-car était dehors. Mais comme ça aurait été un 4x4, j'aurais pas pu le faire. C'est-à-dire que si c'était un vrai 4x4, pour le faire, il aurait fallu démonter le pont. Les 4 garder que. À 4x4, tu peux pas mesurer. Alors si le véhicule est trop gros et qui rentre pas sur le banc, d'accord, je vois. Là, c'était un monstre. Si le camping-car il était 4 roues motrices, t'aurais pas pu. Ah oui, c'était presque un bus. Ou alors il faut démonter l'arbre de transmission et que on est que sous réserve que la transmission principale soit à l'avant pour que je puisse le faire. Mais si ça avait été le même en propulsion, je pouvais pas le faire parce que il rentrait pas dans la pièce tout simplement. D'accord. Donc la Smart 900 cm3, t'as bien gagné avec celle-là. Ouais, franchement, on a eu des très bons résultats. On a eu des très bons résultats dessus. Donc ça, c'est le plus petit moteur que j'ai fait. D'accord. Et en plus petite
plus faible puissance. On t'a pas amené quand même des AX 1 litre 1 ou des trucs comme ça? Je crois que j'ai eu du 68 chevaux. J'ai eu du 68 chevaux, je pense. Ouais. 68 chevaux, il me semble que je sais plus ce que c'était. Mais je crois que j'ai eu du 68 chevaux, mais reprogrammé, on prenait, je crois, 25 chevaux, quoi. Non. Mais bien Mais sûr. c'était une turbo? Oui, oui, Ah il y oui, avait pas turbo sur de diesel. l'Atmo quand même. Ah là, non, c'est- en Atmo. Ah oui, mais là ça change tout. Le gars qui a 68 chevaux et qui repart avec 25 Ouais, en je plus. crois, je crois qu'on a pris 22, 23 chevaux. Et Ah ouais, t'es vraiment, content, le là. rapport, le gars, il a pris 30%, il est C'est- heureux comme tout. Ah ouais, tu Et moi m'étonnes. aussi. Non, sur une Atmo, alors la vérité c'est que des Atmos, j'en fais pas beaucoup. Parce D'accord. que, objectivement. Oui, il n'y en a pas non plus énormément. Alors, il n'y en a pas énormément. Et moi, j'ai vraiment un discours très transparent avec les clients. Ah ben, j'ai tout de suite remarqué. J'explique de suite que le gain sur un Atmo, il est faible. Mhm. Hein, il est faible. Et que la réputation et effectivement la magie, parce que c'est de la reprogrammation moteur sur les véhicules actuels, turbo compressé, effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on arrive à avoir un sérieux gain de puissance, sérieux gain de couple. Et c'est pas une question de rouler vite, fort ou quoi que ce soit, c'est une question de confort. Ouais. On a un confort, mais c'est incomparable. Je veux dire, quand vous gagnez 30, 40, voire 50, voire plus en couple, mais votre poussée, c'est pareil que si le véhicule avait perdu du poids, mais ouais. on consomme moins, on va à conduite équivalente, on va modérer la consommation réellement, et donc du coup, c'est vrai que quand on regarde tous ces éléments-là et la réputation que peut avoir la reprogrammation moteur par rapport à ces gains-là, ben, on pense qu'on a un moteur Atmo et puis ben, ça va être la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc, tout de toi, suite, tu moi, le déconseilles, enfin, tu le pondères non, pour, moi, pour dire. c'est ça. Je vais pondérer pour expliquer aux clients, attention. Ne vous attendez pas à avoir une autre voiture. Effectivement, va légèrement, et j'utilise le mot légèrement, augmenter le gain. Objectivement, c'est un travail qui est exactement le même que sur un moteur turbo ou turbo diesel. Pour moi, c'est le même travail. C'est-à-dire qu'il faut passer la voiture sur le banc, il faut faire le diagnostic. S'il faut démonter le calculateur, il faut le démonter, il faut l'envoyer à... C'est tout pareil. Tu as juste moins de paramètres sur lesquels tu peux intervenir. On ne peut pas, nous, avoir... je veux dire, nos prix, ils sont faits en fonction des outils qu'on a, du travail que l'on met dedans, de toute l'ingénierie, de tout ça, je veux dire, à un moment donné. Et malheureusement, c'est vrai que quand on voit le rapport performance-prix d'un moteur turbo ou turbo diesel, ça résiste pas à l'analyse. Je veux dire, c'est une aubaine. Par contre, effectivement, sur un moteur Atmo, on va être dans un budget qui est équivalent avec des performances qui sont beaucoup moins importantes parce que c'est de l'atmosphérique. Donc on gagne plus peut-être en agrément. Alors, on va avoir un petit peu plus d'agrément. On a une voiture qui va être un poil plus nerveuse, un poil plus coupleuse, mais on parle de Et en conso, on peut... Non, en conso, non. on aura Selon pas. toi, c'est pas... Non. Conso, ça justifie pas l'investissement. Non, parce qu'on n'a pas de gain de couple. Ce qui peut créer aujourd'hui une... Quand tu dis pas de gain de couple, quand on voit par exemple sur la fiche pour la mienne qu'on voit 20 Nm de gain, pour toi c'est pas assez significatif? Non. pour Non, ça n'aura pas d'incidence sur la consommation. D'accord. Quand on commence à avoir sur un véhicule, on va dire 50, 40, 50, 60 Nm de couple, là oui, on va avoir un véhicule qui va s'élancer d'une manière beaucoup plus... tu joues moins des plus rapports, rigoureuse, qui est la poussée est meilleure, donc automatiquement on va gagner ce gain de couple important va permettre justement de pouvoir, ça ira dans le sens d'une consommation plus modérée, à conduite équivalente, parce qu'effectivement si le gars il sort de là, il a fait sa prépa, il est super content, il est pieds dedans tout le temps, il ne pourra pas consommer moins. D'accord. Donc à conduite équivalente, un gain de couple certain, et on parle de 30, 40, 50, voire plus. Moi j'ai des véhicules qui ont pris, moi sur mon véhicule j'ai pris 170 Nm de couple sur mon Q7. Q7, voilà. TDI du coup. 4 litres de TDI, j'ai pris un gros couple. Et c'est vrai, que moi je fais le trajet tous les jours pour venir ici, donc je sais exactement combien à peu près, et j'ai baissé, je pense je suis à peu près 8% sur 8% de moins. D'accord. Voilà. Mais j'ai eu un énorme gain de couple. Donc toi en fait tu pars en 4e de chez toi, puis tu mets un coup la 6e, et puis voilà, t'es arrivé. C'est presque les premières vitesses, elles ne servent plus à rien. C'est presque ça. Donc voilà, donc c'est vrai que sur le moteur atmosphérique,
on a un gain qui est modéré. Moi, mon discours, il est très clair. Mais après, vous avez des gens qui sont passionnés. C'est ça. Moi, tu veux tirer la quintessence de ton moteur. Et puis, je prends l'exemple. La semaine dernière, on a fait une petite MX5, une Mazda. Ouais, c'est pas gros, ça. Une auto très sympa, mais franchement, hein, j'ai toujours entendu du bien de cette bagnole. Vraiment un petit châssis super, en position de conduite d'enfer, l'auto elle est jolie, vraiment c'est une super auto, hein, et moi j'étais dedans, j'étais agréablement surpris. On a une position de conduite qui est d'enfer, on a le pont central qui traverse avec vraiment la boîte de vitesse et le petit pommeau de vitesse, on a le coude qui est posé justement. On se prend pour un pilote, quoi. Non, mais on est dans une petite voiture qui est extrêmement bien conçue, qui est sympa, le moteur est très sympa, et moi je comprends le client qui, on a fait une petite prépa dessus, quand je dis petite prépa, on a fait une prépa du mieux qu'on pouvait, mais en termes de résultats, on a eu un gain qui était, je ne sais plus de tête, mais on a sorti, je crois, une dizaine de chevaux, et on a sorti un peu plus de couple, il me semble. Mais vu la légèreté, il a quand même dû les sentir. Mais on a un gain sympathique, mais le client est un passionné, il a une auto super sympa, et c'est vrai que ça se comprend là. Tu veux l'optimiser le plus possible. Et là, le fait d'avoir gagné un petit peu plus, ça va dans le sens de la sportivité du véhicule, qui est léger, qui est sympa, qui est joueuse. Là, ça a du sens. Ouais. Donc ça a vraiment du sens. Mais je crois que à la fin, c'est subjectif. Si ça a du sens pour le client, ça ne me regarde pas à la fin. Oui, voilà. Mais tu mets en garde par rapport à ce qu'on peut attendre. Moi, mon rôle, c'est pas de dire oui, il faut absolument faire à tout va et mal conseiller les gens. Moi, je suis pas là pour être là ouvert pendant 6 mois ou 1 an. Moi, je suis passionné. J'ai mis beaucoup d'argent dans cet outil de travail pour avoir un outil de qualité, un outil. Et donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de proposer vraiment un conseil d'abord à un client pour avoir vraiment quelque chose qui est valable pour le client, c'est-à-dire avoir de la fiabilité, avoir de la performance et avoir une prestation qui va lui permettre de le satisfaire, parce que c'est comme ça que marchent les recettes aujourd'hui. Il n'a pas l'habitude de conduire des voitures si puissantes. Donc là, on vient de poser la voiture sur le banc de puissance. Donc je vais ajuster le banc par rapport à la taille de la voiture. D'accord. C'est un banc 4 roues motrices, ça, hein? Alors c'est un banc, tout à fait. C'est un banc 4 roues motrices freiné. Donc là, on a pour l'instant le banc qui doit avancer puisque on est un peu trop short. Voilà, je vais avancer. Donc je centre la voiture dessus. Là. Parfait. Donc là, la voiture est centrée. Sur le frein à main. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais descendre la voiture et je vais donc l'équilibrer sur les rouleaux. Donc je vais la faire rouler à vide sur les rouleaux. D'accord. Attends, j'enlève le. Une fois que. Donc pour ça, il faut que je descende. Voilà. Hop. Donc j'ai bloqué J'ai bloqué donc les rouleaux avant-arrière. Et maintenant, donc, on va avoir la voiture qui va. Elle se met en place. Qui va se mettre en place sur les rouleaux. Okay. Ensuite, je vais la rouler pour qu'elle se centre par rapport au banc. Elle est assez centrée, mais elle va s'aligner. En fait, l'avant et l'arrière va s'aligner pour qu'elle soit bien droite. Donc c'est les roues arrière qui font tourner l'ensemble. Non, ah ben là oui, c'est une propulsion. D'accord. Il y a une courroie qui renvoie le. Tout à fait. Voilà, là elle est alignée. Je vais couper le moteur. Maintenant je vais pouvoir attacher la voiture. D'accord. Donc on va mesurer la voiture d'origine.
va lire également le fichier. Alors ça, je le mets toujours dans l'habitacle. Parce que ça m'est arrivé d'oublier de les remettre. Et si j'oublie de les remettre, au moins le client les a avec lui, il peut les remettre lui. C'est pas con. Ok, donc derrière il y a l'attelage, ça peut aider. L'attelage, donc je vais me prendre directement sur l'attelage. Ouais. Donc ça c'est assez facile. Et ensuite je vais récupérer le crochet d'origine qui normalement est dans la boîte à outils qui est dans le coffre. Ah ouais, bah je vais te le sortir. Je vais le faire, non? Parce qu'il y a un tout petit peu de bordel. Donc là, tu as tout un jeu au cas où les clients n'auraient pas le crochet, quoi. J'imagine. Oui, mais un double, parce que de toute façon, souvent les véhicules ont un crochet à l'avant, Ouais. pas à l'arrière. Ouais. Donc du coup, voilà. Et j'ai carrément 2 fois le jeu, 2 doubles, Ok. qui me permet que s'ils ont perdu leur crochet, j'ai un crochet avant et arrière que je peux fournir moi, en plus des sangles. Voilà. Ok. On va pas attendre maintenant. Ouais, tant que l'arrière il est pas. En fait, d'abord, je vais asseoir l'arrière et ensuite, je tendrai devant. J'ai préserré le premier, comme ça, ça me fait une cale et ça m'évite que le deuxième il se balade. D'accord. Donc maintenant, Ouais. Le serrage, c'est l'expérience quoi qui détermine. Tu sais quand c'est bon quoi. ouais. Bon, moi j'ai tendance à serrer, assez fort. On peut faire de la slackline dessus. Donc ça c'est la plaque sur les rouleaux aussi. Complètement. Ouais. Ça évite qu'elle avance ou qu'elle Ça la recule. plaque sur les rouleaux, donc ça permet que évidemment on évite qu'elle patine. Suivant la puissance des véhicules, c'est toujours compliqué de mesurer une voiture sur un banc. Hein. C'est extrêmement. Il faut être concentré et c'est très piégeux. Et ça évite que le véhicule puisse se dérober latéralement. D'accord. Puisque avec la vitesse, il va forcément avoir tendance à tirer à droite ou à gauche. Donc ça au niveau du volant, tu fais. On annule en fait, en tirant de chaque côté, on annule complètement les forces latérales. D'accord. Donc ça lui permet de rester complètement droite. Voilà. Parce que on va mesurer la voiture donc en quatrième et quatrième à fond de 4, donc on part de 1500 tours, on va jusqu'au rupteur. Et rupteur sur une auto comme ça en quatrième, on va être pas loin de 200 à mon avis, 180, entre 180 et 200 quoi. D'accord. On a préparé des Porsche où je me suis retrouvé à plus de 250 sur le banc. En quatrième. Non, j'étais en cinquième parce qu'il y avait beaucoup de puissance, donc on est obligé, pour éviter justement, malgré le fait qu'on attache l'auto fermement, on a tellement de couple dans la voiture que ça arrive que l'on ait la voiture qui patine. Donc on met un cinquième rapport, au lieu de la mesurer en 4, on la mesure en 5, ça nous permet d'avoir de mieux maîtriser le problème. Et du coup en 5 ça fait des vitesses qui sont assez impressionnantes. Et il peut aller jusqu'à combien en vitesse ce banc? Alors il est donné pour 250, ouais. Mais on a une tolérance jusqu'à 300. D'accord, ok. Voilà. Donc pour certains réglages, tu es amené à aller au-delà de 250. On a fait compteur 298 avec une Porsche Turbo. D'accord. Sachant qu'elle pouvait encore aller au-delà. On était pas à la vitesse maximum du véhicule. Ok, donc là, elle est prête à être mesurée, la voiture. D'accord. Donc elle a été attachée, le banc est positionné. Voilà, on est avec une voiture qui maintenant va être stable. Donc il faut la faire rouler, il faut que je calibre le banc. Ouais. Par rapport justement. Donc la face, ça va être la première phase, c'est calibrage. Je vais l'enregistrer dans le système. Je vais la calibrer donc en quatrième pour que justement il y
y ait le lien entre la voiture et la machine, que ça soit sur les mêmes tours minutes. Hein. D'accord. On va voir exactement l'équivalence que j'ai sur le compteur le compte-tour de la voiture. Je vais l'avoir également sur le banc. D'accord. Donc, les deux vont tourner en même temps et ils vont être paramétrés de la même manière, ce qui va permettre de pouvoir faire une mesure objective. Ok. Tu me dis s'il faut que je m'éloigne ou que... Alors là, pendant que je vais paramétrer la voiture, ça va. Après, ouais. Après, vraiment, c'est... Après, peut-être le mieux, ça sera d'être à l'intérieur. Ouais. Ok. De prendre à l'intérieur. Ça peut être dangereux. Ah, bah oui, hein, les rouleaux, ils tombent très très vite. Il suffit que tu aies un petit caillou. Il y a des cailloux qui sont dans les pneus. Ah oui, plus à ce niveau des projections de... Oui, c'est clair. Puis on ne sait jamais. Je veux dire, même si on prend... Ça t'est jamais arrivé, une voiture qui sort du... Non, mais c'est déjà arrivé. Ouais. Ça arrive. Hein, je veux dire, donc moi, je fais super attention. Je fais toujours le tour de la voiture après avoir fini pour checker que... Et tu vois, j'ai fait exprès de bien plier les sangles qui traînent. Qui restent, parce que ça me permet visuellement, à partir du moment où la sangle elle est pliée, elle est rangée, ça veut dire qu'elle est bien attachée. Tu sais que tu as fait le boulot. 1, c'est plus propre. 2, quand il va y avoir la soufflerie, ça évite que la bande elle aille dans tous les sens. Et 3, et visuellement, ça me permet d'avoir un check et de me dire bon, ok, ça c'est fait, parce que tant que moi la voiture elle n'est pas serrée, jamais je vais m'amuser à replier les bandes. D'accord, ok. Donc du coup là, c'est ta méthode, comme ça tu sais que tu es dans l'ordre. En fait, ça devient machinal après et automatiquement ça permet d'être sur un protocole qui t'évite de faire des bêtises. Tu m'étonnes. Parce qu'il y a tellement de choses à penser qu'on peut faire des erreurs. Ok, là la soufflerie, on n'en parle pas tout de suite, ça sera... La soufflerie, elle va se déclencher quand je vais moi la déclencher pour créer en fait un flux d'air. Justement reprendre un flux d'air extérieur naturel qu'on n'a pas. Ouais, parce que si on le faisait pas, c'est comme ça reproduit pas les conditions de la route. Là, sur route, on a la pression qui suralimente un peu le moteur, c'est ça? Alors c'est ça, mais c'est surtout le refroidissement. Ouais, si moi je mesure la voiture et que la voiture elle reste statique, on va avoir elle va ventiler, mais la ventilation, à partir du moment où la voiture n'est pas déplacée dans l'espace, il n'y a pas d'air qui vient, et l'air de la vitesse sur route vient rafraîchir l'ensemble du véhicule. Okay. Si on n'a pas ce rafraîchissement qui se rajoute à celui de l'échangeur, de l'intercouleur, la voiture elle monte en température et tu grilles le moteur, hein, c'est tout. Donc on est obligé en fait de reproduire exactement les conditions de roulage. Donc on va avoir de l'air qui va venir et qui va être, là moi j'ai une grosse machine parce qu'évidemment l'été ici il fait très chaud et donc ça pénalise même les performances, hein, parce que plus l'air qui rentre dans la voiture est chaud et moins abondant et moins la voiture va être performante. D'accord, ok. Lui il va fonctionner en rapport avec l'accélération? Non, c'est moi qui l'actionne. D'accord, c'est moi qui vais l'actionner, c'est moi qui j'ai un variateur de vitesse et je vais donc tu simules la prise de vitesse avec la molette, quoi. Ok. C'est ça. Nickel. Ça y est, je vais mesurer la voiture. Ok, donc là tu as rentré tous les paramètres du véhicule. Là c'est la calibration. Maintenant je dois justement l'aligner sur, ce qu'on voit là, c'est-à-dire que je vais me mettre en 4e, je vais accélérer jusqu'à 4000 tours et à 4000 tours je vais appuyer sur le bouton pour indiquer à l'ordinateur que tu es synchro. Que je suis à 4000 tours sur la voiture. D'accord. Et donc automatiquement, il va après se synchroniser avec la voiture, ça sera fait. Et j'aurai. T'as pas besoin de faire plusieurs mesures, juste à 4000, c'est bon. Et au niveau du carburant, tu m'avais dit donc 98, moi j'ai moitié 95, moitié 98. Ça, tu dois lui indiquer aussi ou ça joue pas spécialement? Non, le banc, lui, me donne juste la performance du véhicule sur peu le banc. importe ce qu'il a comme carburant. Et après. Donc ça c'est les paramètres d'essence qui sont dans le véhicule, ça sera lié après au résultat de la prépa. Et... Voilà, donc de toute façon peu importe comment tu l'optimises, si on met un meilleur carburant, on va... plus on a un taux d'octane élevé, plus forcément le véhicule va être performant. Voilà. Donc ça c'est sûr. Donc on a, c'est pas parce que ça ici, mais en Belgique, au Luxembourg, ils ont du 102. Ah oui, d'accord. Et donc c'est un régral, hein, tous les gars qui roulent avec des voitures à essence qui marchent un peu. Tu fais le plein là-bas, tu vas au Nürburgring. Franchement, il y a vraiment un gain qui est certain. Hein. Voilà. Donc, mais si tu fais l'optimisation avec du 95,
ça va pas la brider par rapport à un meilleur carburant. C'est-à-dire que l'optimisation, une fois que le programme, le logiciel est injecté dans la voiture, en fait, la voiture, si on change de carburant, en fait, la performance augmentera ou baissera naturellement. D'accord. La carto ne sera pas affectée. La carto, elle va donner des valeurs de richesse, elle va donner des valeurs d'allumage, elle va donner des valeurs de pression de turbo. Ça ne changera pas. Mais à partir du moment où on a une essence qui arrive qui a un taux d'octane plus élevé, donc qui va donner une explosion un peu plus forte, automatiquement, par rapport aux paramétrages qui vont être identiques suivant le type d'essence qu'on met, on va avoir forcément une performance qui va être supérieure. Donc, d'accord, si je compare, ça s'adapte tout seul. Oui, c'est même pas une question d'adaptation. Oui, c'est-à-dire que il prend ce qu'il a et puis exactement, il donne ce qu'il peut. Automatiquement, les résultats seront meilleurs. Okay. Si on mesure une voiture avec un SP95 et puis que derrière, avec la même prépa, je veux faire le plein et je la mesure avec du 102, on va être on va vraiment avoir un gain de chevaux réel. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est clair. Je voulais mettre que du 98, mais il y avait pénurie à la station. Ok, bon, on va bien voir. Ouais, j'ai moitié-moitié. Oui, ça va aller. Allez. Alors. Donc là, ok. T'as tes commandes. Donc, je démarre la voiture. Donc, évidemment, bien vérifier que... Avec le bouton rouge, là, tu peux arrêter le banc direct. C'est ça. Ça, c'est la mesure d'urgence pour bloquer les rouleaux. Heureusement pour moi, j'en suis jamais servi. J'espère que j'aurai pas à m'en servir. On va se mettre un peu de lumière. On va évidemment déconnecter l'anti-patinage. Attends, arrête, tu vas drifter après. Et ok, le parc 5 sort, il est désactivé. On est bien. Il n'y a pas de bouton sport là-dessus, je crois. Hein, particulièrement. Le mode à cette époque-là, il n'est pas encore plus simple. Non, ça devient un ancêtre. Ok. Donc je vais démarrer tout doucement la ventilation, je suis à 3 et là je vais calibrer donc l'auto. Elle va rouler là sur le banc. On va pouvoir y aller. Donc là je vais monter pour l'amener à la calibration, je vais mettre un peu plus d'air. L'auto est calibrée, maintenant je vais procéder à la mesure. Donc là moi je vais dedans. Ça marche. Au pire tu m'expliqueras des trucs après. Ça fait un léger bruit. Donc là, il m'a dit de me mettre en sécurité parce qu'il va procéder à la première mesure. Et bien sûr, il peut y avoir justement des gravillons, des choses qui s'évacuent des pneus et on peut se les prendre. Donc il vaut mieux se mettre à l'abri.
sonoriser parce que ça fait un bruit de folie. Bon, on a une PM qui est en forme. C'est vrai. Donc on a, alors ça c'est des valeurs qui sont aujourd'hui avec la température extérieure que l'on a, on est à 255 chevaux et 314 Nm de couple. Donc la voiture par rapport aux valeurs d'origine, on est légèrement en dessous, mais objectivement c'est d'un banc à un autre, il y en a un qui va sortir 258, l'autre il va sortir 200. Ça c'est la moitié de 95, putain j'aurais jamais dû. Mais on a un peu plus de couple. Donc la voiture, on a déjà une caractéristique, c'est qu'elle a par rapport à sa puissance, elle a tendance à être un petit peu plus coupleuse que nerveuse, légèrement. Donc ça c'est l'orientation du véhicule. Chaque moteur est différent, même si c'est un modèle de série. La tienne est un petit peu plus coupleuse. Elle a tendance à être un peu plus coupleuse, puisqu'elle devrait normalement être à 300 Nm de couple et 258. Ça, tu le sais. Après l'avoir mesuré. Voilà. Non, mais comment tu connais les valeurs d'origine? Moi, je connais la fiche technique, mais toi, tu les connais quand même pas toutes par cœur. Non, mais tu l'as là. D'accord. Je l'ai là, c'est bien. Tout le monde l'a là. Donc voilà, sur le site de BR. Peut-être à force d'en faire, tu connais tout par cœur. Non, je connais pas tout par cœur. Il y a trop de véhicules, trop d'années, trop de modèles. Voilà, donc ça c'est les valeurs d'origine, 258 300 et donc d'accord, ça c'est super intéressant ça. On n'est pas loin et on est un petit peu au-dessus en couple, hein, donc on est quand même sur un moteur atmosphérique, hein, on est quand même 14 Nm au-dessus de ce qu'annonce le constructeur. Ouais. Donc c'est déjà beaucoup. Hein. C'est pas mal, ouais. Là, tu as la température ambiante qui t'est affichée dans le... Là, l'air, on est à 15, la voiture est mesurée à 15 degrés 4 dans la pièce. Ok. Donc, bien sûr, en plein été, ça jouerait bien sûr sur... la pression de l'air. On est au niveau de la mer. Voilà, l'heure, la date et l'heure. Voilà. Ok. Et oui, ça te dit à quel régime on a obtenu ces moteur valeurs. On a obtenu la puissance et quel régime moteur on a obtenu le couple. Donc, avec ces premières valeurs, ça te permet peut-être de savoir comment tu vas pouvoir travailler sur le moteur, surtout si lui il est plutôt... c'est l'ingénieur qui travaille c'est l'ingénieur qui travaille sur le moteur. Donc moi déjà ça me permet, parce que ce qui est important c'est que nous en fait on va injecter une nouvelle cartographie, mais cette cartographie elle peut être je veux dire la meilleure qu'il soit. Si l'état du véhicule n'est pas bon, on peut mettre la meilleure carte au monde, si le véhicule n'est pas en bon état, le résultat ne sera pas bon. Donc c'est important la mesure d'origine, parce que ça va nous donner un élément de comparaison, puisqu'il faut savoir d'où on part pour savoir où on arrive et voir si on est efficace dans notre travail. Et puis ça nous permet de voir si le véhicule est en bonne santé. Parce que si là je mesure ta voiture et que ta voiture elle fait 30 chevaux de moins et 40 Nm de moins, automatiquement je vais dire Fabien, ta voiture elle a un souci. Fabien. Et ça m'arrive. Pardon, Fabien. Je vais te dire, Fabien, ta voiture, elle a un souci. Et là, par exemple, tu t'arrêterais de faire Alors, suivant la procédure, suivant ce qu'il en est, tout à fait. Ça t'arrive des fois de dire, bon là, je peux pas. Derrière, je balance la valise à diagnostic. Donc, je vais faire un diagnostic complet de la voiture et je vais orienter le client sur ce que nous, on a observé. Et à ce moment-là, effectivement, le problème à régler. En état, effectivement, retourner chez son garagiste en concession pour que le véhicule soit en état. Parce que déjà, on observe que le véhicule n'est pas en état et ça nous arrive. Donc là, avec ces valeurs, on sait qu'elle est en bonne santé. C'est ça. Donc maintenant, on va... Donc la prochaine étape, c'est de lire maintenant, le fichier qui est dans le calculateur. Et puis ensuite, je l'envoie à mon ingénieur motoriste. Le boss. The boss. Et voilà, c'est lui qui va travailler dessus. C'est bon. Donc là, tu te branches sur la prise OBD2. Voilà, donc on va brancher sur la prise OBD. La chance qu'on a sur ton véhicule, c'est qu'on peut effectivement intervenir sur le calculateur moteur directement via la prise OBD. On peut lire le protocole, on peut écrire le protocole sans avoir mécaniquement intervenir sur le calculateur. Ça c'est l'idéal, mais il faut savoir que c'est pas tout le temps le cas. C'est le plus rapide aussi, c'est la meilleure méthode, la plus rapide, mais c'est pas tout le temps le cas. Des fois il faut
enlever le calculateur, le sortir, l'ouvrir, faire des branchements sur le calculateur, mettre des résistances, souder des fils. Oui, donc ça peut te prendre un temps de folie. C'est très compliqué. C'est pour ça que nos prépas, elles vont, certains véhicules, on est obligé de les immobiliser la journée entière. Parce que pour prendre le calculateur, il y a 3 heures de démontage. Ouais, exemple, une C63 MG, le calculateur, il est sous le bloc moteur, au-dessus du berceau et du demi-train avant droit. Et il est mis comme ça en travers sur le moteur pour accéder. C'est un travail de fou. D'où la partie atelier qu'on a là-bas, quoi. Donc du coup, suivant les modèles les voitures que l'on va faire, les marques les plus galères, c'est... Ah ben celle-là, ça c'est un boîtier redoutable. Après, mais pas toutes les Mercedes, les Mercedes plus courantes. Et puis après, il y a des calculateurs qui sont très faciles d'accès, mais qui sont très difficiles à faire. C'est-à-dire, je prends un exemple, on va prendre, si on prend pareil pour revenir à Mercedes, on prend un C43 ou un C450, qui est le V6 3 litres biturbo. On est avec un calculateur que l'on doit ouvrir, et en fait, les connexions pour pouvoir lire et écrire le calculateur sont de l'autre côté de la platine. C'est-à-dire qu'en fait, la platine, c'est comme une carte mère d'un ordinateur. Je vois, tu dois la dévisser et la retourner. Non seulement il faut dévisser, mais il faut la décoller. Et il faut chauffer avec à la bonne température. C'est de l'informatique, c'est pousse. C'est très dangereux. Hein. Et vraiment... ça, tu le fais quoi? Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça a été ma 3e voiture. Mon baptême ici, après avoir fait ma formation, ma 3e voiture, ça a été un C450. Et donc, t'as dû transpirer un peu sur ce coup-là. Le client était au courant. Hein. J'avais dit au client, je lui ai expliqué, je lui ai dit, vous savez, c'est vraiment un boîtier qui est très très difficile à faire. Et au fur et à mesure, je le tenais au courant. et puis ça s'est super bien passé. Il était vraiment content. Et puis depuis, j'en ai fait plein. Et voilà. Bon. Mais ça demande toujours beaucoup de concentration. C'est-à-dire que même si à un moment donné, on connaît le protocole, même si on sait ce qu'on fait, on va dire qu'on maîtrise l'outil de travail et qu'on maîtrise son process, ça nécessite une très grosse concentration parce qu'il y a une fragilité extrême sur les calculateurs. Tu fais pas riper un tournevis. Dès qu'on manipule un calculateur, qu'on commence à l'ouvrir, il suffit que le tournevis il ripe et qu'il touche un composant, et là c'est mort. Ça coûte une fortune. Va très vite, hein, même pour quand je chauffe, hein, si je chauffe un peu trop, pour pouvoir que la colle elle cède après, parce que la colle, en fait le but de chauffer l'arrière, c'est que on va chauffer la colle pour qu'après, avec la pression sur la platine, on puisse la faire craquer, en fait la décoller, hein. C'est pas que la colle devient du chewing-gum, non, la colle, on change la molécule avec la chauffe, et en fait elle va céder, elle va craquer. Et donc du coup c'est une opération délicate, et c'est vrai que plus on a l'habitude et plus on a le feeling là-dessus, et plus on sait à peu près combien de temps on doit rester, la température et tout ça. Mais ça reste toujours un challenge. Je veux dire, moi, je fais un métier où chaque voiture qui rentre ici, c'est un challenge. On continue, même mesurer une voiture sur le banc, on l'a vu comme ça a l'air simple, mais en fait, il y a beaucoup de paramètres. Oui, il y a plein de subtilités. Il y a plein de subtilités. Si je commence à déplacer le banc, l'avancer, le reculer, alors que j'ai bloqué le frein à main, je vais endommager les trains roulants de la voiture. Il y a tout un tas de choses qui font que on peut vite créer des problèmes dans le processus. Donc ça demande évidemment un protocole rigoureux. Et moi j'ai la chance d'être dans un groupe où j'ai été formé. Combien de temps la formation par exemple? J'ai passé 2 mois en Belgique, au siège. Et formation intensive. Complètement. Je dormais là-haut et tout. D'accord. Donc ça a été et c'est clair que objectivement c'est complètement indispensable. Hein. Je vois. Rien que ce que tu expliques, déjà on se rend compte que on fait pas ça dans son garage, quoi. Non, et c'est un vrai métier, la programmation sur mesure. Il faut ça se fait sérieusement, avec des outils, avec du matériel, et puis il faut avoir envie de le faire. Moi je suis passionné par ça, j'ai toujours été passionné, et quel que soit le type de véhicule, moi j'adore, quoi. Et vraiment mon challenge, c'est à chaque fois de faire au mieux, et puis que ça qui est important, soit super content. D'avoir un passionné aux commandes, c'est le plus important, je pense. Non, mais c'est super. Ok, nickel. C'est un privilège, hein, de faire ça. Alors. Donc là, tu vas lire les informations du calculateur.
Donc ça prend un certain temps. Ah, La dernière fois... Suivant les véhicules, hein, il faut... ça pompe pas mal d'énergie sur la batterie. Hein. Donc il y a des véhicules où si le protocole à lire prend un petit peu de temps, on va justement pendant le protocole, on va faire un maintien de charge. Parce que le but c'est que justement le véhicule soit dans un état équivalent, voire meilleur que quand il est venu. Hein. Donc on va remettre, moi je vais avoir de toute façon la charge de la batterie sur le côté. Ok. Voilà, donc là on va identifier le véhicule. On est sur un... Alors c'est le même calculateur que normalement celui-ci. Donc on va de suite faire une identification. Ok, voilà, donc on a trouvé le protocole. Voilà, donc maintenant la lecture, et puis je vais envoyer ça à l'ingénieur, on va préparer le fichier pour la voiture. Allez, c'est parti. Donc là, Daniel a reçu le nouveau fichier de l'ingénieur motoriste. Il est en train de l'injecter dans le calculateur. Voilà, donc ça a mis environ une demi-heure pour injecter le fichier. Voilà, donc le fichier a été injecté. Donc là maintenant, tout simplement, je vais faire un nouveau passage. Tout est déjà paramétré. Donc d'accord. Il faut juste que je fasse tourner la voiture pour qu'elle chauffe un petit peu. Ouais. Hein, puisqu'on a fait une longue pause. Et donc je vais la mesurer avec la prépa et on va voir ce que ça donne. Daniel est en train de faire chauffer la voiture pour les mesures. Il a fait ça plusieurs fois. Il monte en régime. Puis il laisse redescendre un peu. Là il augmente la soufflerie, je l'entends. On voit l'appareil derrière qui bouge. Enfin les sangles, c'est-à-dire que ça souffle bien. Il monte dans les tours. Là. Je me rends compte que c'est bien qu'elle soit sanglée parce que ça a l'air assez violent quand même. En tout cas c'est génial de pouvoir tout regarder depuis le salon là qui est bien chauffé. Ça fait un peu frais dehors quand même.
Alors ça s'est bien passé pour cette passe? On était à 254,8 à 6080 et 314,3 et on est à 273, donc on a pris 19 chevaux et on a pris un peu plus de couple. Donc on retrouve exactement la même tendance. C'est que la voiture elle prend plus de couple que de puissance. Donc, d'accord, intéressant. Voilà. Donc 273 effectivement par rapport au 258 d'origine, on n'est pas à plus 20. Mais par rapport à ce qu'elle était, on y est presque. Par rapport à ce qu'on était. On parle d'un cheval de moins, objectivement. Je la mesure dans 10 minutes, elle peut faire un cheval de plus comme un cheval de moins. D'accord. Et là, on est à 2,5 degrés de plus. En température. Je ne sais pas si ça joue beaucoup. Objectivement. Non. Pas... Là, on voit bien on voit bien ici. Donc là, on a ici, là, en rouge, le couple d'origine. Ouais. Voilà. Qui était au plus haut ici, au plus haut qui était là, donc à 314 ici. Et puis ensuite on a là le couple prépa en stage 1. Donc on voit bien, ça suit complètement. C'est vraiment uniforme. C'est ça. Et ensuite ici on a la puissance d'origine. Et on a la puissance prépa ici en bleu. Donc le moteur devrait se comporter de la même manière. Identique, pour mon ressenti. Un peu plus performant, mais exactement l'identique. Parce que j'imagine qu'il y a parfois des schémas. L'histoire c'est que là on n'a pas de turbo. Quand on a un turbo, on peut avoir des variations évidemment par rapport à à la pression du turbo. C'est plus linéaire. Là on est complètement linéaire, on est sur de l'atmo, ça suit exactement. C'est à peu près toujours comme ça sur de l'atmo. C'est à peu près toujours comme ça. Après, je suis pas un grand expert de la c'est vrai que j'en fais pas beaucoup, mais généralement, ça suit strictement la courbe d'origine. Voilà. Non, on a un résultat sympa. L'auto, elle a quand même 140 000 km, quoi. Donc, je suis content, c'est pas mal du tout. Merci BM quand même, je crois. Ouais. Non, mais ça, c'est sûr. Ça, je suis déjà convaincu. Ils font de bons moteurs. Voilà. Ça, c'est clair. Je vais envoyer ça. Donc lui, maintenant, il va valider ça? C'est ça. S'il le valide, tu as quelque chose à faire ou c'est ce que il y a un essai routier à faire. Voilà, mais tu n'as pas besoin d'injecter une validation, une mise à jour. Non, la voiture elle est prête là. Là, la voiture, entre guillemets, elle est prête à partir. Ouais. La seule chose qu'on a besoin, c'est de justement valider les performances d'un côté et puis valider l'essai routier. D'accord. Ok, c'est lui qui va essayer, mais là, il n'y a aucune raison qu'ils te disent que non. Ça ne correspond, que ça n'arrive pas. Là, ça, mais j'aimerais bien 300 chevaux. Dis-lui de mettre 300 chevaux. Il n'y arrivera pas. Mais c'est le patron, il peut y arriver s'il veut. Alors, donc là, on va sauvegarder ici une PDF. Donc, tu as bien sûr enregistré la cartographie d'origine. Oui. Comme ça, si un jour je veux la remettre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens. Ça se remet d'origine. Il n'y a même pas besoin de la passer au banc. En fait, je relis en fait le calculateur. Je relis le calculateur, je renvoie et lui il me renvoie le paramétrage d'origine. D'accord. Qu'on réinjecte dedans. Donc après, comme c'est un petit peu long à écrire, ça va être une heure entre l'un et l'autre, mais voilà, il n'y a pas de manipulation. Celui qui veut revendre sa voiture, il vient, il la remet d'origine, comme si de rien n'était. Tout à fait. D'accord. Alors 330, c'est le 3 litres. On libère la bête, elle est prête pour reprendre sa liberté. C'est ça. On maintient bien les... Bon là maintenant elle a perdu la pression, tu vois, sur les sangles. Ouais. Mais la première sangle, quand tu l'enlèves, elle est tendue à mort. Elle est très tendue, donc il faut vraiment bien la maintenir, parce que si tu la maintiens pas, en fait elle saute. Ouais. Et en sautant, il peut y avoir des dégâts. La position, ça peut taper contre la carrosserie. Ouais, ou contre toi. Ouais, non mais peut-être plus grave. C'est pas grave, ça repousse. Ça me remettra peut-être les idées en place. Du plomb dans la tête. Bah, on va te faire une optimisation. C'est ça. Donc là, tu attends la réponse de l'ingénieur, mais bon, tu sais que ça sera bon. Et oui, donc, on est pile, on est vraiment bien au niveau des
La voiture elle tourne parfaitement, la courbe elle est très belle. Il n'y a pas à chercher plus. On est dans les clous. Vu le kilométrage, franchement, je m'attendais plus que ce soit du 15 chevaux et 15 newtons que du 20 et 20. Donc on est franchement, on est bien. On est bien. Ça fait plaisir. Bah oui, ça fait toujours plaisir. Et du coup, tu étais monté à combien là Écoute, je crois que j'ai pris un bon 200. D'accord. Donc, fond de 4ème. Ouais. Fond de 4, peut-être même un peu plus que 200. Parce que j'ai pas pu voir l'écran. Je regarde pas trop, je suis concentré sur la route, je suis concentré sur au moment de couper, parce que si tu veux, je suis quand même en zone rouge, si tu veux, début de zone rouge. Donc, et là, il n'y a pas de... je veux pas non plus, si tu veux... pousser plus que plus. Quoi. Voilà, ça sert à rien, je suis à 7000 tours. Allez, on va se la lever maintenant. La voiture est prête, on peut aller l'essayer. Et c'est routier, c'est parti. Oui, parce qu'on l'a pas dit, Daniel est un passionné, un vrai passionné. Il a une 308, mais pas de chez Peugeot. C'est ça. Tu aurais pu avoir la 208 aussi, mais pas de chez Peugeot non plus. Alors bien sûr, on va pas faire le même essai que sur le banc de on puissance. Va pas monter à 200. Non, là le but de l'essai, c'est se mettre sur un rapport donc plutôt long. Ouais. Voilà, là on va être en 3e. La voiture est chaude et en fait je vais partir sur les mêmes critères que le banc, c'est-à-dire que je vais partir à 1500 tours, pied plancher, et je regarde comment la voiture elle réagit. Donc là j'ai aucun souci, j'ai pas de problème dans l'accélération, j'ai pas de mauvais feeling au niveau du retour par rapport à la pédale d'accélérateur. Ouais. J'ai pas un problème de tremblement quel qu'il soit. D'accord. Donc pour l'instant sur la relance sur le couple à bas régime, là on va le refaire. Aucun souci. Putain, elle a même une petite poussée qu'elle avait pas avant. T'es sûr que t'as pas mis un turbo? Non. Mais ça je sais pas. Non, moi je la connais très très bien, ça fait 8 ans que je l'ai. Et je l'ai vraiment exploité, on va dire. Bah, donc c'est je toi qui va voir la différence. Ouais, c'est moi qui. Objectivement. Ça sera dans la. Là, je serais pas capable de te dire. Bien sûr, à part ce que j'ai mesuré sur le banc, je pourrais pas te dire ah ouais, elle marche vraiment mieux qu'avant. Oui, oui. Parce que ça, c'est pour moi. Moi, je vais pouvoir te le dire tout à l'heure quand je vais monter le col de Vence, route que j'ai fait des centaines de fois. On va un peu d'avance. Et là, ce coup-ci, on va partir en seconde. On a de la nervosité en haut. Ouais. À 4005. J'allais dire à 4005, elle pousse plus fort qu'avant. Là, je le sens tout de suite. C'est pas énorme, mais il y a un petit pic de poussée qui a. On sent qu'elle a débridé à 4005. Elle était un chouïa plus linéaire avant, à ce niveau. Ah, ça, c'est intéressant. Bon, après, t'es dans une zone qui est tellement fréquentée aussi, c'est compliqué. Bon, on voit que le comportement de la voiture, et j'ai pas besoin de l'amener à 7000 tours pour voir que. Ouais, bien sûr. Non, mais toi, c'est surtout qu'elle se comporte. Normalement, exactement. J'ai pas de voyant moteur allumé, j'ai aucune alerte quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de raté, ça ne brouille pas, il n'y a pas de. On est tout bien. Ça doit être rarissime qu'à ce stade t'aies un souci. J'ai jamais eu. Ouais. Pas compliqué, j'ai pas eu de. Aucun souci. On est tout bon. Bon, généralement, on a déjà la courbe de puissance, elle nous donne une bonne indication. Si on a une belle courbe, automatiquement, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un véhicule qui sur la route réagit pas bien. C'est pas logique, surtout que faut savoir que le banc de puissance en fait n'est pas un roulage naturel pour le véhicule, donc malheureusement ça sollicite et ça. Au niveau de l'électronique, encore sur ce véhicule qui est d'une autre génération, mais sur les nouvelles générations, il y a tellement d'électronique
Donc automatiquement, le banc de puissance, ça perturbe énormément. Ça va être compliqué de trouver. C'est compliqué pour la gestion électronique justement du traction control sur toutes les voitures. Automatiquement ça les perturbe. Et généralement il y a même des essais qu'on fait sur route pour justement voir que tout va bien, parce que des fois on pourrait penser sur le banc que ça va le faire, mais c'est uniquement une réaction électronique du véhicule par rapport à la contrainte des rouleaux et à l'antipatinage en fait. C'est D'accord. une question d'électronique liée à l'antipatinage. Donc là on va peut-être pouvoir on dépassera pas la limite, mais on va y arriver un peu plus vite. Voilà, très bien. Voilà, on a fait notre petit 70 km/h. Maintenant, on dans rentre les à la clous. maison. Voilà. Et ah oui, j'ai une question bête, on va dire qu'il n'y a pas de question bête, mais je la pose quand même. Est-ce qu'on peut optimiser des motos? Parfaitement. Bien sûr, on peut Mais optimiser des motos. peut-être pas sur ton banc. Non, alors voilà, nous on n'est pas équipés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le groupe BR Performance, on fait de la préparation également pour moto, seulement évidemment tous les centres BR ne sont pas équipés, donc pareil, il faut quand même une partie de la pièce dédiée. Il faut un banc de puissance dédié, c'est un banc spécial. Ouais. C'est quand même, c'est encore un autre travail, je dirais. C'est un complément. Nous, pour l'instant, à Nice, on n'avait pas vraiment la place pour mettre dans la soufflerie où on a le banc actuellement. Ouais. On n'avait pas la place de mettre un banc de puissance moto. Donc, pour l'instant, on travaille déjà à essayer de bien faire notre métier sur les réparations. Pense que t'as déjà assez de boulot avec ça. Et puis voilà, donc la porte n'est pas fermée, mais bon, après j'ai pas non plus j'ai pas 500 mètres carrés au sol. Ouais, puis il faudrait peut-être que tu aies un autre employé pour non, mais c'est pour travailler sur les motos peut-être. Et encore, c'est pas le souci, c'est juste qu'il faut le matériel, l'équipement et la place pour le faire. Ouais. Et là pour l'instant c'est pas le cas, et on verra l'évolution qu'on va avoir ici sur le centre de Saint-Laurent-du-Var. Mais aujourd'hui la priorité c'est les véhicules. Ouais. Même s'il y a énormément de motos dans la région. Oui, bien sûr. C'était plus par curiosité, tu vois. Je veux dire, à part Nouvelle Kawa, on est plutôt sur Datmo, donc on va être sur. Bon, après, c'est clair, hein, moi aussi je suis motard. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc ça passe. Tu pourrais le faire. J'avais un HP4 compétition, donc. Je m'y connais pas du tout en moto. C'est le Saint Graal de BMW. Hein. Ah ouais, d'accord. Oui, non, ça faisait pas rigoler les campeurs, comme on dit. Donc, c'est vrai que bon, il y avait déjà, je crois, 195 chevaux d'origine. Putain. Et, entre les jambes, ça doit être quelque chose. Reprog, je crois on doit sortir 203 chevaux, je crois. Donc, alors oui, c'est tellement léger une moto que les 6, 8, 10 chevaux qui sont grattés par l'électronique, on va le ressentir sur la moto. Ouais. Il y a un intérêt, c'est sûr. Ouais. Bon, après, voilà, j'ai beau être passionné de mécanique, je peux pas tout faire. C'est donc, ça, on peut pas se démultiplier. Voilà. Donc là, pour l'instant. Et sinon, la voiture la plus folle ou la plus puissante que tu as eue au centre, là, pour l'instant, vu que ça fait pas très longtemps que vous y êtes, mais... Non, j'ai eu objectivement des prépas qui ont été impressionnantes, entre guillemets. Bon, j'ai eu la chance de faire de la Porsche Turbo, hein, donc Porsche Turbo, c'est bon, Porsche Turbo préparé, c'est méchant quoi, hein. On est à plus de 900 Nm de couple sur le train. Alors, même si on est sur de la 4 roues motrices, on a quand même... c'est quand même répartie propulsion. Ouais, c'est répartie propulsion. On est obligé de tester la voiture en 5e sur le banc parce que ça pousse vraiment fort, hein. La voiture elle se lève de l'arrière, ça doit être
presque effrayant. Et avec 3 sangles à l'arrière, hein, pas les deux latérales. Ah ouais, okay. J'en ai une centrale également. Donc c'est des autos qu'il faut tenir sur le banc, entre guillemets. Là, il faut tenir les chevaux, c'est non, c'est chaud. Et puis on va vite aussi. Hein. Quand on va au rupteur, on est à 300 km/h. Hein. Donc je veux dire, 300 sur un banc. Je veux dire, il y a toujours une pointe. Tu restes sur une pièce mécanique. C'est clair, il y a le moins d'incidents techniques. Je veux dire, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Donc c'est des voitures, c'est des grosses voitures comme ça. Quand on va vite sur le banc, c'est violent quand même. Ouais, c'est une préoccupation. Quoi. Il faut être toujours pareil. Il y a une pression d'être. Non seulement, c'est au-delà de bien faire son travail, c'est d'être malheureusement de ne pas s'exposer au niveau du risque lié à une erreur qui est complètement humaine, hein, parce que quand on fait des voitures tous les jours, forcément qu'une fois on peut, même en faisant attention, ça peut arriver de faire une erreur, hein. Il n'y a que ceux qui font rien qui là ils risquent rien du tout, c'est clair. Voilà, donc du coup donc Porsche Turbo, donc Porsche Turbo, je suis sûr que tu vas avoir encore j'ai mesuré, on a fait une Audi R8 qu'on a mesuré avec le V10, un son terrible, c'est un Atmo le V10. Ouais, mais super, un son incroyable. Là, ça devait crier dans le truc. Sur le banc. La RS, on a fait. RS6, c'est-à-dire en fait. J'ai fait le nouvel RS3, les 400 chevaux là. Oh putain. Très 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 puissant. J'ai fait du GLC 63 MG, donc le gros bloc Mercedes, le V8 4 litres turbo. Pareil, des très bons résultats, hein, des grosses prises de couple. Non, là, le banc, il a été secoué. Là. En plus, ça fait 3 tonnes, ça. Le GLC. Non, le GLC, c'est pas le GLC, c'est le. Ah non, je confonds avec le classe G. Ouais, non, c'est pas le classe G. Parce qu'il y est aussi en 63. Tout à fait. Non, on a fait des belles autos, on a fait des autos plus modestes. Après, voilà, ce qui compte, c'est que les clients ils partent avec le sourire. Tu n'es pas discriminateur avec la voiture du client. Tu fais même les pauvres qui ont des vieilles BM. On va dire ça comme ça. Tu vas pas que ratisser à Monaco. Non, mais on travaille ça. Non, voilà. L'essentiel, c'est la passion. Oui, c'est clair. Et puis, il y a vraiment même beaucoup sur les turbos diesel. On fait beaucoup de turbos diesel. Et beaucoup d'artisans. Moi, j'ai des artisans qui viennent. Ils ont des véhicules. Quand ils chargent à bloc, ils montent derrière Pays, ils montent Saint-Isidore ou la Turbie. Ils te disent qu'ils sont en galère et que. Et c'est clair. Hein, donc, on gagne du couple et pour eux, ça leur change la vie. Hein, quand ils sont chargés, automatiquement, ils ont un confort de conduite. Ils sont pas là à se traîner. J'ai connu ça avec mon ancien patron dans les jardins. Le col de Vence, putain. On mettait du temps à monter le soir. Camping-car aussi, tu m'avais dit que tu avais fait. On fait camping-car. Dès qu'on veut augmenter l'agrément. Donc peut-être avec du turbo diesel ou turbo essence. Oui, on pourra faire avec plaisir. Ouais. Je pense que ça sera l'occasion de regarder la différence, l'évolution, parce que il y a vraiment des choses intéressantes sur le turbo diesel. On a un gain de couple qui est très important, beaucoup plus important versus la puissance, parce que de toute façon c'est des moteurs proportionnellement beaucoup plus de couple que bien sûr plus puissant, mais donc ça c'est des fonctionnements après qui sont différents. Et puis effectivement après on a des moteurs essence turbo qui sont très très bridés, hein. On a certains modèles, on a des modèles, on prend des fois, ça m'est arrivé de prendre 50% de puissance en plus, hein, abusé, hein. Mais parce que le constructeur propose une version à 120 chevaux, je crois, et avec le même moteur, une autre version à 190 chevaux. Oui, c'est que le potentiel y est. C'est le même bloc. Le même bloc, même injecteur, même turbo, même pompe à essence, tout pareil. C'est juste une question de bridage électronique. Bridé. Et au catalogue, il y a peut-être, il doit y avoir 6, 7, 8 000 € d'écart entre les deux véhicules. Entre la petite puissance la petite puissance et la grosse puissance. Voilà, on a fait le test sur route. Pour Daniel, tout est bon. Alors, ce qui est génial, c'est quand on part de chez BR, on a une photo de la voiture avec en bas les performances initiales et les performances après l'optimisation. Et on a bien sûr la courbe et le tout plastifié. C'est génial. Daniel, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour toutes ces explications. Franchement, c'était passionnant. Et puis, ça fait plaisir que tu partages ta passion comme ça. À nous expliquer un peu, à nous expliquer ce monde de l'optimisation moteur.
Bah écoute, c'était franchement avec plaisir. Bah, super. Je crois que moi aussi je me suis orienté dans ce secteur-là, c'est parce que j'étais passionné de sport mécanique, d'auto, d'optimisation. Moi, Au bout d'un moment, on y vient, quoi. Donc, oui, j'étais obligé de finir là-dedans. Ah, c'est Voilà. génial. Non, c'est top. Et puis moi, ça a été un plaisir vraiment et de faire ta connaissance, de t'accueillir ici et d'avoir pu travailler sur ta voiture. En plus, voilà, on a un bon résultat. Moi, je suis aux anges. Elle a été travaillée par des pros, parce qu'il y a Daniel, mais il y a aussi toute l'équipe de BR, clair, notamment l'ingénieur en chef là, qui valide toutes ces courbes. Et je vous souhaite tout le bon pour la suite du centre. Merci. On se reverra peut-être alors pour turbo essence ou turbo diesel, ça serait sympa parce que là ça va encore dans une autre dimension. C'est sûr, c'est sûr que ça va être intéressant peut-être de s'organiser lors de la prépa d'un moteur essence turbo et puis pourquoi pas turbo diesel. En fait, ou compresseur aussi, des fois t'en as. Non, moins souvent compresseur, c'est rare. Non, très peu, et puis ça doit être encore différent. Gestion électrique, et c'est surtout sur les poulies de compression. On va rester sur turbo compresseur et pas compresseur volumétrique. Ouais, tout à fait. Allez, Daniel, merci beaucoup. Merci de ta visite. À bientôt. Plaisir. Et puis, moi, je vais vous donner mon ressenti, bien sûr. Je vais tester la voiture dans les jours qui suivent, voir comment elle se comporte. Je la connais bien, donc je vais pouvoir vous donner mon ressenti objectif, bien sûr. Je vais voir aussi si ça a une incidence sur la conso. Alors, d'après Daniel, a priori, ça devrait pas trop être le cas. Je vais voir en ayant je vais rouler normalement et voir si j'ai des différences. Bien sûr, je vous en ferai pas. Allez, on se voit très bientôt pour la suite. Alors ça y est, ça fait quelques jours que j'utilise maintenant la voiture avec sa nouvelle cartographie et je vais vous faire part de mon premier ressenti. Alors pour la consommation, effectivement je ne vois pas de baisse sur mon trajet quotidien qui est constitué principalement de routes de montagne et de ville. Donc voilà, on va dire c'est déjà à la base pas génial pour la conso. Et ça, je le verrai à mon avis sur un long trajet. C'est là parce que là, je connais bien, sur un long trajet, elle fait environ 8,5 litres au 100. Et là, je pourrais tout de suite voir s'il y a un écart. En termes de comportement, alors, ce moteur, le N52, 3 litres, 258 chevaux, c'est un moteur très souple, coupleux. C'est vraiment un régal sur toutes les plages de régime. Donc déjà à la base il est fabuleux, je le connais très bien et c'est là que je vais pouvoir distinguer la différence, parce que sinon c'est vrai que c'est assez subtil, mais il y a certains moments où ça me surprend effectivement. Je me dis là, avant j'aurais été plus loin sur la pédale d'accélérateur, alors que là j'atteins déjà le ressenti voulu, l'accélération voulue. Donc là c'est un premier point où je remarque la différence. Je remarque aussi, vu que je connais parfaitement cette route et cette voiture, je remarque les endroits où je peux être. Là, on est quand même en montée. Et là, si je me mets. Là, je suis à 55 km/h. Je suis en 5e. Et je prends doucement de la vitesse quand même. Ouais, même. Voilà. Mieux qu'avant. Donc, c'est dans ces moments-là que je ressens que le couple est encore plus présent qu'avant, puisqu'elle a gagné un peu plus de couple que de puissance, et qu'elle était déjà plus coupleuse que les valeurs d'origine. Et là je sors d'une épingle à 30 en 4e et je prends de la vitesse. Voilà. Dès que j'ai en dessous de 1500, c'est là où la différence est la moins perceptible, et après au-delà je sens que j'ai cette petite différence. Quand on monte vraiment dans les tours et qu'on la pousse, c'est différent encore, parce qu'on a le brouillé, on a toute la... Voilà, on est peut-être plus concentré aussi, enfin vaut mieux. Et c'est plus difficile de déceler la différence. Donc pour moi c'est vraiment sur le couple que je le ressens. Et aussi j'ai l'impression qu'elle a tout simplement plus de souffle, quoi. Elle a plus de pêche. Elle avait une accélération tout à fait linéaire, sachant qu'au-delà de 4000 tours elle était vraiment rageuse. Et bien là, c'est à peu près pareil, sauf qu'au-delà de 4500, il y a un petit cran en plus qui fait que vraiment là, je sens qu'elle a des chevaux en plus et du couple en plus. Donc les deux combinés font que
Ça me donne cette sensation. Au lieu d'avant où je me disais là je dois poursuivre mon accélération, là à les limites je peux déjà relâcher le pied parce que je sais que j'atteins plus vite le résultat voulu. Puis dès que je suis sur une plage de régime un peu plus élevée, au-delà de 2000 tours, en troisième par exemple, que je relance, là aussi il y a cette nerve. Alors voilà le très bon exemple que je voulais vous dire. Là où on sent la différence le plus, enfin l'effet que ça fait. Ouais, elle s'essouffle pas. Elle s'essoufflait déjà pas, mais là, c'est comme si d'un coup elle respirait encore mieux. C'est bizarre. Enfin, c'est normal, vu ce qui était affiché. Mais ça se ressent. À ce niveau, ça se ressent. Moi, je le trouve. Alors, c'est vrai que c'est un moteur qui est déjà assez gros. Donc, il y a plus de potentiel. Si on a gagné 5 chevaux sur un moteur qui en faisait une centaine ou 90, je pense que ça va être plus subjectif comme ressenti. On pourrait se poser des questions, est-ce que c'est l'effet placebo ou pas, mais là quand même il y a cette nervosité en plus. Alors l'effet vraiment auquel ça me fait penser, c'est quand on a fait un long trajet chargé, par exemple quand j'ai le coffre de toit rempli, la bagnole remplie à craquer, tout juste si j'avais pas la remorque. Voilà, on s'habitue, on fait comme ça. Et puis quand on décharge entièrement la bagnole au retour du voyage et qu'on se retrouve seul, et voilà, ça fait cet effet. On se dit, oula putain, elle est légère, ça change tout. C'est ça le ressenti que je retrouve. Donc on a l'impression d'avoir une voiture qui a gagné un second souffle. C'est pas radical. Si vous attendez à quelque chose qui va vraiment vous donner l'impression d'avoir une autre voiture, ça sera pas le cas. En tout cas, c'est mon ressenti. C'est pas le cas, mais j'ai l'impression qu'elle est en pleine santé. Donc pour la conso, on oublie. Pour les sensations d'avoir une voiture en pleine forme, ouais, ça vaut le coup. Surtout si c'est une voiture un peu passion, quoi. Comme c'est le cas pour moi. Et c'est pas obligé d'être une voiture aussi puissante, hein. Enfin, en toute modestie, je dis ça, parce que quand même, elle a une puissance intéressante. Mais même comme disait Daniel là avec son client qui avait une MX5 et qui déjà un moteur sympa qu'il connaissait bien, et que le fait de lui avoir rajouté une dizaine de chevaux, il a pu encore plus en profiter, et ben là ça vaut le coup. Si c'est une voiture du quotidien que vous allez faire tous les jours votre trajet habituel dans la ville, dans les bouchons encore pire, et que c'est pas forcément un moteur à caractère sportif, vous allez, je pense, déjà être déçu. Vous aurez eu l'impression d'avoir dépensé plusieurs centaines d'euros pour pas grand chose, et puis vous n'allez pas gagner en conso. Donc voilà, je le déconseillerais aussi sur des petits moteurs pas forcément typés sport. Là je pense qu'on risque d'être frustré. Alors là je vais vous montrer un peu déjà à basse vitesse comment le couple évolue. Bon, je vais enlever ça juste pour la luminosité, sinon vous avez compris. Et oui, mon problème d'éclairage de virage est revenu et est à nouveau en panne, donc voilà. À chaque fois que je parle d'un truc, de toute façon, ça finit par revenir, donc il faudrait que je parle de rien du tout, comme ça j'ai pas de problème. C'est un truc de fou. Donc ouais, bon ça c'est une autre histoire. Allez. Donc là, je vais rouler tranquille. Là, je sors d'un virage, donc je vais prendre un peu de vitesse quand même. Il faudra que je fasse un 0 à 100 d'ailleurs pour voir si j'ai une évolution par rapport à ça. Normalement ça devrait être le cas. Il faudrait surtout que j'essaye de le faire dans les mêmes conditions que je l'avais fait. Mais dans la vidéo je crois que j'avais pu voir, j'avais filmé l'affichage, on devrait voir la température et tout ça. Donc j'essaierai de trouver un jour où il y a les mêmes conditions pour faire ce petit test. Mais sinon voilà, là je vais me mettre en 6ème. Donc là on est à plat. Voilà, 50. Je mets pied au plancher. Et je prends de la vitesse facilement en 6ème.
Voilà, ça repart un peu plus vite qu'avant. Avant, voilà, j'aurais attendu quelques secondes de plus que ça décolle du 50. Et une fois que, ben voilà, en fait, ça incite plus à rouler dans un rapport plus élevé. Et pourtant, on n'a pas gagné grand-chose, mais je l'ai déjà ressenti. On a l'impression de ne pas faire peiner le moteur pour rien. Donc à ce niveau, voilà, c'est pour ça que je pense sur un long trajet, ça peut jouer. Sur quelques créneaux, quelques moments où on aurait été sur un rapport inférieur, ben là on peut se permettre. Et même en montée, ça me le fait, je l'ai pas mal ressenti. Je pense que c'est en 4ème que je le ressens le plus. Genre 4ème, basse vitesse. Là on sent le plus le couple, on sent vraiment dans le bas du dos que ça pousse. Un petit peu plus qu'avant. Et je vous le dis, c'est pas une voiture que j'ai conduit un jour sans reprog et puis un jour avec reprog. Ça fait 8 ans que je l'ai, que je la connais parfaitement avec différents types de carburant. Je sais vraiment ce que j'attends d'elle, quoi. Pareil, c'est un Dodan sur lequel j'avais systématiquement tendance à me mettre en seconde. On va voir, je passe en 3ème à 20 quand même en montée. Ouais, mais non, là clairement elle repart mieux qu'avant et je sens la poussée plus franchement qu'avant. 4ème, je repars bien. Et ouais, et là, tac, j'ai cette... Ouais, non, mais carrément au-delà de 1500, j'ai déjà cette poussée supplémentaire. Faudra que je re-regarde la courbe pour voir à partir de quand ça gagnait. Bon, je vais pas vous bassiner plus longtemps avec ça. Déjà, vous n'êtes pas dans la voiture avec moi pour ressentir. Et puis, vous connaissiez pas la voiture comment elle était avant. Donc, voilà. Toujours est-il que pour moi, c'était loin d'être inutile. Bon, déjà, l'expérience était très très intéressante. Mais sur mon moteur, c'est quelque chose qui valait la peine. Parce que il a vraiment... Voilà, il exploite encore mieux les bonnes qualités qu'il avait avant. Coupleux, très nerveux dans les tours, et c'est un régal pour un moteur comme ça. C'est vraiment un régal de pouvoir l'exploiter au mieux de sa capacité. Du coup, elle a carrément les caractéristiques de la deuxième version du N52 avec l'injection directe pour les versions LCI. Donc c'est cool, c'est un peu comme si j'ai toujours le même moteur Atmo d'origine avec une petite mise à jour qui fait que je peux en profiter encore plus sans avoir radicalement changé son caractère. Alors sur un moteur turbo, ça va être une toute autre histoire. Et ben, j'espère que je pourrai faire un petit reportage avec Daniel à ce sujet. Il est très très occupé, mais j'espère que ça pourra se faire. Et puis comme ça, on verra les grosses différences qu'il y a avec des moteurs suralimentés. En tout cas, j'espère que ce reportage vous aura plu. J'espère que j'ai réussi à transmettre ma passion et la passion de Daniel et que j'ai répondu à des questions que vous aurez pu avoir au sujet de l'optimisation moteur. On se revoit très bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Et surtout, avant toute chose, soyez prudents et ne faites pas n'importe quoi sur la route. Allez, à très bientôt. Au revoir.